Eh ben, bienvenue dans ce CEO Live Talk. Donc ce soir, nous avons 3 invités, des experts de l'intelligence artificielle, parce que ce mois-ci, le thème du CEO Club, c'est l'intelligence artificielle appliquée au business. Je suis très heureux, du coup, de recevoir Mehdi, Charles et Aurélie. Bonsoir. Ce soir. Salut Augustin. Ce qui est incroyable, c'est que l'IA, c'est un sujet dont on parle souvent. Et ce soir, vous êtes 3 profils qui avaient des parcours et des expériences incroyables avec l'IA. Donc tout de suite, on va rentrer dans le sujet. Est-ce que Mehdi, qui est à ma gauche, tu peux commencer à te présenter? Qu'est-ce que tu fais et quel est ton lien avec l'IA? Déjà, merci beaucoup Augustin de me recevoir ce soir. Moi, je m'appelle Mehdi Lazari, je suis fondateur et CEO d'Hypercrunch AI. On est une boîte qui fait des employés à base d'intelligence artificielle. Aurélia? Parfait. Aurélia, moi, je suis la fondatrice d'Aurel IA. Bien trouvé. Je t'avoue, je suis plus fière pour celui-là. Et je travaille sur tout ce qui est sales et marketing côté IA, sur tout ce qu'on appelle l'allbound, inbound et outbound. D'accord. Charles Daquet, donc The AI Project. Moi, j'automatise tout dans les entreprises grâce à l'intelligence artificielle chez The AI Project. Ok. Donc, je vous ai tous invités parce que je vous connais plus ou moins de vos parcours. Donc, Charles, je sais que tu es vraiment un expert en tout ce qui est formation. Tu avais une boîte avant dans apprendre le code et le développement IT. Et tu as pivoté vers l'IA aujourd'hui. Donc, tu entraînes des gens à utiliser l'IA dans leur business. Aurélia, tu es très connue, notamment sur la partie comment utiliser l'IA au business. Et Mehdi, tu as fait aussi un pivot. Tu es passé qu'on appelle du marketing à l'ancienne ou marketing avec l'IA. Donc, vous avez tous des points de vue super intéressants avec l'IA. Et on va passer en revue une série de sujets sur comment utiliser l'IA au concret dans votre business. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est, on parle d'IA, mais il n'y a pas qu'une IA, il y a plusieurs IA. Donc, est-ce qu'il y a différentes technologies d'IA? Est-ce que vous utilisez différentes technologies et à quoi chacune sert-elle en fait? C'est une question pour l'ingénieur, ça. Ah. Écoute, alors nous, il y a effectivement plusieurs types d'IA. Donc en fait, je vais vraiment essayer de simplifier, mais on a des modèles aujourd'hui qui existent sur le marché, donc des modèles qui sont soit open source, soit propriétaires, qu'on va prendre, qu'on va soit entraîner, soit fine-tuner, soit les deux, et auxquels on va rajouter ensuite des fonctions qui vont leur permettre donc du coup un peu d'augmenter leur capacité, à savoir envoyer des emails, faire des messages sur LinkedIn, etc. Donc il y a vraiment différentes typologies de technologies. Aujourd'hui, on a effectivement un énorme buzz sur l'IA générative, qui aujourd'hui fait un peu les choux gras de tous les médias. Tu peux expliquer ce que ça veut dire le thème IA générative? Alors, l'IA générative, en fait, c'est vraiment l'IA qui va nous permettre de générer un certain nombre de contenus, donc à la fois texte, image, vidéo ou autre. C'est une IA aujourd'hui qui est très bien illustré par ChatGPT, qui est le produit phare d'OpenAI, l'entreprise américaine. Il y a bien évidemment d'autres. Il y a Claude avec de l'entreprise Anthropic, il y a Mistral, il y a d'autres leaders sur le marché. Et il y a bien évidemment des leaders aussi dans la partie open source, notamment Meta, mais pas que. Ce qui est différent de l'intelligence artificielle tout court, qui date d'ailleurs de... Qui est un peu plus ancien. Oui, on peut parler des systèmes experts et compagnie qui datent des années 80, où c'est des boucles de if-else un petit peu plus chiadées, mais voilà. Et plus récemment, du RPA. Voilà. Est-ce que du coup, vous utilisez... est-ce que le client aujourd'hui ou l'entrepreneur, le dirigeant qui utilise l'IA, lui, il doit s'inquiéter de savoir est-ce que je prends la catégorie A, la catégorie B, le produit C, ou en fait, est-ce que pour lui, ça n'a absolument aucun... Pour moi, c'est pas son sujet. Pas son sujet. C'est personnel, mais pour moi, le sujet principal d'un entrepreneur par rapport à l'IA, c'est quels sont mes pain points, quels sont mes enjeux de productivité, comment je fais pour les améliorer. Quelles sont les entreprises ou quels sont les systèmes qui existent déjà aujourd'hui, qui sont développés par des entreprises spécialisées dans l'IA, qui vont me permettre d'atteindre mes objectifs à moi pour résoudre mes pain points. Mais en fait, la techno, derrière, c'est pas son sujet. C'est plutôt notre sujet aux gens qui sont autour de cette table. C'est à nous de faire le bon travail pour justement accompagner les entrepreneurs. Alors, imaginons, je suis un dirigeant, j'ai une entreprise, je sais pas, avec dizaines d'employés, plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, et j'ai pas encore franchi le pas de l'IA, et je viens vous toquer à votre porte. Comment vous me recevez et qu'est-ce que vous me posez comme question et comment vous faites l'analyse du patient? Mapping des process, déjà. On ne se lance pas sur une solution d'IA comme ça en claquant des doigts. Déjà, au moins, tu mets tous les process de la boîte à plat. Tu essaies de voir justement des leviers d'optimisation, parce que je suis sûr qu'il y a des quick wins qui peuvent être rapidement implémentés et à moindre coût. Et après, justement, là, tu fais step by step, parce que dans les boîtes, en général, on veut tout automatiser, mais en fait, ce n'est pas forcément la meilleure option de foncer tête baissée. Donc, au moins, tu prends une fois que le diagnostic il est fait, là, tu vas pouvoir trouver justement les meilleures solutions et personnaliser
personnalisé. Pour reprendre ce que tu disais tout à l'heure, je suis totalement en phase sur ce que tu disais. C'est la personnalisation aussi qui va faire toute la différence dans les solutions pour éviter d'avoir des réponses qui vont être totalement classiques et sans sens. Moi, concrètement, je commence toujours par leur demander quelle est la chose la plus simple à mettre en place. Qu'est-ce qui, chez vous, va impacter le moins vos opérations et qu'est-ce qui va faire gagner le plus de temps à vos équipes. Et dès qu'on a défini cette chose-là, et qui est en même temps une souffrance pour vous, typiquement la mise en place d'un standard téléphonique 24/24, 7/7 via une IA, franchement, ça coûte pas cher, c'est facilement déployable, en 2 semaines, c'est fini. Ça peut faire des gains sur, par exemple, des réseaux de distribution de magasins où tu as 180 magasins en Europe, 4 langues, machin. Bon, bah, en fait, aujourd'hui, c'est chaque magasin qui décroche le standard. Bon, ça, demain, tu peux le mettre en place en 2 semaines. Ça t'évite de perdre tous les prospects qui appellent quand le magasin est fermé, pendant la pause du déjeuner, pendant que la vendeuse elle est en fait en train de s'occuper d'une cliente ou un client en boutique. Et en fait, tu vois, c'est des choses qui sont indolores, qui sont pas chères et qui sont rapidement déployables. Et tu commences par ça. Une fois que tu as commencé à déployer quelque chose où tout le monde constate qu'effectivement, c'est pas un gadget, derrière, tu peux engager d'autres chantiers et aller beaucoup plus loin, d'expérience en tout cas. Je prenais l'exemple du standard téléphonique, mais ça peut être non, mais autre chose. C'est très vrai, parce que même les outils de transcription de prise de notes, tu vois, comme dit tout à fait. La prospection téléphonique sur les commerciaux, ça, c'est juste monstrueux, quoi. Parce qu'en fait, ça revient à la même chose. C'est des gains de productivité de dingue. Ça veut dire que ce sont des tâches qui sont nécessaires, obligatoires, mais qui n'apportent pas de valeur immédiate. Et qui sont pourtant, si tu ne les fais pas, des pertes de valeur pour l'entreprise. Et donc, un CRM vide, ça n'a pas d'intérêt. Alors, ton commercial, il peut appeler toutes les personnes de la Terre qu'il veut. Si tu n'as pas de suivi, c'est pas efficace. Là, avec l'IA, concrètement, ton suivi, il est automatisé. Tout ce qui est bourrinitude dans une boîte, en fait, tu peux dire l'IA. Et je trouve que on met beaucoup l'IA à tous les étages, mais parfois, il n'y a pas forcément besoin d'IA. Tu vois, typiquement, ce que tu disais, aussi un bon ciblage, tu vois, parce que pour avoir des leads dans le CRM, ok, c'est important, mais il faut cibler les bonnes personnes. Et je trouve que, tu vois, il y a une grosse hype autour de l'IA, alors qu'avant, on n'utilisait pas du tout d'IA, on utilisait soit des outils d'automatisation ou d'enrichissement, etc., mais il n'y avait pas forcément besoin d'IA. Et aujourd'hui, c'est un mix entre des outils qui fonctionnent très bien aujourd'hui et de l'intelligence artificielle. Alors, l'IA va être intéressant, par exemple, on part sur le commerce, on part sur le business. On va revenir après dans les différents... Mais juste, par exemple, tu peux quand même, avec l'IA, automatiquement répondre en fait, à un prospect par rapport à une demande qu'il a. Et en fait, tu vas te dire, ouais, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout de répondre dans les 5 ou 10 minutes ou dans les 5 heures qui suivent à ton prospect. La réalité, c'est que la perception d'un agent commercial qui répond immédiatement, tout de suite, tu prends 10 points dans la tête de la personne en disant, putain, ils ont une réactivité de malade. Tu as tout à fait raison. On a fait un live talk justement ici sur la lead generation. On était avec Emmanuel Namer, qui est une société de génération de lead. Il disait, le lead, c'est comme un café. Si tu laisses traîner sur une table, au bout de 5 minutes, il est froid. Et exactement. Exactement pareil. On va revenir après sur les différents départements et on va essayer de les classer, en fait, quel est le département sur lequel on ne peut plus jouer sur l'IA. Mais avant ça, on va parler encore un petit peu technologie. Où est-ce qu'on est aujourd'hui dans l'IA qu'on peut utiliser tous les jours par rapport à la première sortie de ChatGPT il y a peut-être 2-3 ans? Est-ce que ça a évolué? Est-ce que ça a complètement changé? Est-ce qu'on est complètement dépassé si on est encore sur ChatGPT? Voilà, comment ça se passe aujourd'hui et où est-ce qu'on en est par rapport au premier début de l'IA? Il y a eu énormément de changements entre fin novembre 2022 et aujourd'hui. Déjà, effectivement, aujourd'hui, on n'est pas sur une seule grosse classe de modèles par an, on est sur 2. Moi, je parle en tout cas d'OpenAI et même d'autres. C'est vraiment le jour et la nuit. Et ça va en accélérant. C'est-à-dire que là, pour ceux qui ont suivi, il y a eu une annonce fin décembre de l'année dernière sur la sortie du O3, à l'occasion des fameux 12 jours qu'ils avaient fait pour annoncer 12 innovations OpenAI. Et le O3 a l'air d'être, si je ne raconte pas trop de bêtises, 87,5% dans le ARC Benchmark, qui est un des benchmarks leaders qui a été fait par François Chollet. C'est pas 83 83 ou 87, oui, mais bon, on est dans ces trucs-là. D'ailleurs, ça a tellement outperformé le benchmark qu'ils ont dit que maintenant le benchmark était obsolète, qu'il fallait trouver un nouveau benchmark. Donc ça montre un peu l'accélération aujourd'hui sur les différents modèles. Le sujet aussi n'est pas uniquement un sujet de modèle, c'est un sujet de coût, c'est un sujet de computing power, c'est-à-dire que ces modèles-là, faut les faire tourner, il faut les mettre sur des serveurs, ça coûte de l'argent.
Ça coûte, c'est très énergivore aussi. Donc il y a d'autres sujets aussi qui vont découler de ça. Mais en tout cas, long story short, oui, les modèles. C'est-à-dire que l'IA n'est pas magique derrière. Il y a des coûts, il y a des coûts de stockage, il y a des coûts d'entretien, etc. Donc forcément, si on veut aller pousser dans la technologie, et ben derrière, il y a une contrepartie qui est combien tu es prêt à payer pour dépenser l'énergie qui va faire tourner le. Il faut ouvrir des centrales nucléaires. Absolument. Alors, débat énergétique, court contre le nucléaire. Ouais. Non, mais c'est surtout aussi la montée en compétences. Tu vois, je suis d'accord qu'effectivement, ça avance très vite, mais de l'autre côté, la montée en compétences, elle n'est pas forcément. Elle suit pas. On voit qu'il y a quand même pas mal de boîtes qui sont. Des gens qui l'utilisent ou des professionnels qui. Des gens qui l'utilisent. Tu vois, parce que nous, on a notre vision, tu vois, quand même, bien évidemment, on baigne dedans, etc. Mais on ne voit pas aussi de l'autre côté de la barrière où, tu vois, la montée en compétences se fait, bien évidemment, petit à petit, tu vois, mais il y a encore beaucoup de boulot à faire sur la partie formation et conduite du changement, tu vois, aussi. On va en parler juste après, et c'est la question qui arrive tout de suite, c'est, voilà, j'ai une entreprise, je suis un dirigeant, je suis un CEO, je suis un DG, je veux me lancer dans l'IA. Premièrement, comment je me forme ? Et 2, comment je forme mes employés ? Et 3, comment je fais passer la pilule pour pas avoir une levée de bouclier comme un espèce de flicage Vous venez chez The AI Project, on répondra à toutes ces... Ah non, mais là, je peux pas répondre autrement, podcast c'est littéralement mon métier. Alors, il faut trouver un organisme de formation compétent avec des gens dont c'est le métier depuis des années et qui seront capables d'adapter le cursus en fonction de vos enjeux à vous. Il y a, en fait, dans la formation... moi, je suis un peu trash là-dessus, mais on peut faire des demi-journées de formation ou des journées de formation sur de l'acculturation à de l'IA, comme Société Générale, SNCF le fait par batch de 50 personnes dans un auditorium où on montre comment on prompte, etc. La réalité de la valeur ajoutée derrière dans le quotidien des opérateurs, je pense que c'est pas loin de zéro. Le vrai enjeu, c'est de savoir comment, en fait, dans le quotidien des collaborateurs, derrière, ils vont pouvoir s'approprier l'outil pour pouvoir l'utiliser dans leur quotidien. Et ça, aujourd'hui, c'est avant tout ça, cet enjeu-là dans la formation. Ça veut dire, comment tu fais ? Donc, nous, on a développé des outils pour ça, justement. On a des IA qui créent des cursus de formation collaborateur par collaborateur, une 50aine de questions. Et en fait, par rapport à nous, comment on a entraîné notre IA de générateur de syllabus. Ensuite, derrière, si c'est quelqu'un qui est du marketing, un vendeur, quelqu'un qui est des ops, quelqu'un qui est en supply chain ou peu importe, en fait, en fonction de ses enjeux et de ses pain points du quotidien, en fait, le cursus de formation qu'on va lui sortir sera différent. Il y a un truc qui est... Et en fait, ce qu'il faut, c'est que la formation s'adapte, si tu veux. Pour que ce soit efficace et que les gens se l'approprient vraiment à 100%, c'est qu'il faut que ça réponde à leurs problèmes de tous les jours. Et le problème aujourd'hui, c'est que c'est vu comme un gadget. Pourquoi en France ? Parce qu'aux États-Unis, c'est plus vu comme un gadget. J'ai vu les chiffres, là, c'est 3900 personnes qui perdent leur emploi. Je confonds toutes les semaines ou tous les jours pour remplacer par un agent IA. Donc, en fait, il n'y a même plus de sujet. En fait, c'est pas si, c'est pas comment, c'est quand, en fait, ça va arriver. Et donc, l'enjeu, c'est de former les collaborateurs pour éviter pour qu'ils prennent conscience, peut-être déjà dans un premier temps, est-ce que je suis automatisable par une IA et est-ce que dans les 5 ans, mon métier va disparaître ou pas ? Premier point. Deuxième point, de leur permettre d'avoir d'initier une réflexion par rapport à ça. Et vouloir se mettre la tête dans le sable comme une autruche en se disant non, ça n'existe pas, ça amène à deux choses. Soit un plan de licenciement très douloureux dans l'avenir, soit à un dépôt de bilan de l'entreprise qui ne voudra pas évoluer. Et je vois pas d'alternative, en fait. Au-delà merci Charles pour ces considérations, c'est vrai, très macro, etc. Mais d'un point de vue plus micro, je donne un exemple, et c'est une question pour Aurélia, parce que je pense que toi, tu es confronté à ça chez tes clients. J'ai une IA. L'IA, nous, on était habitués à une machine. C'est-à-dire que tu appuies sur un bouton, la lumière, elle s'allume. C'est binaire, c'est 0-1, tu vois. L'IA, tu appuies sur un bouton, tu sais pas ce qui sort. Tu sais pas si elle va pas la faire comme ça ou la faire disco. C'est un peu comme elle veut, quoi. Et donc, est-ce que niveau formation des équipes et des clients, il faut leur faire admettre que le résultat qu'ils auront n'est pas forcément ceux qu'ils voudront. Et du coup, comment ils font pour entraîner l'IA et la dompter comme un taureau dans l'arène, quoi. Alors, moi, j'ai une conviction, c'est qu'en fait, l'IA toute seule, elle ne va pas faire grand-chose, en tout cas, sauf agent IA, etc., si on va un peu plus loin. Mais l'IA, elle va surtout être intéressante en fonction de l'expertise métier.
Donc, forcément, tu auras forcément des résultats qui vont être beaucoup plus intéressants si tu as de l'expertise et si tu guides l'IA dans les décisions. Après, effectivement, tu peux personnaliser tout un tas de solutions pour que l'utilisation soit facile et comme tu dis, tu cliques sur un bouton, ça déroule. Mais dans l'utilisation, je pense que c'est, tu vois, l'expertise en tout cas métier est hyper importante parce qu'entre ce que l'IA va sortir et toutes les subtilités, toute la connaissance client, toutes les subtilités que l'IA ne voit pas ou que l'IA ne voit pas en meeting client, toutes ces subtilités-là qui sont pour moi les plus importantes, tu vois, que seul l'humain pour l'instant va réussir à détecter, sauf différents cas d'usage, tu vois. Donc voilà, je pense que si tu fais un gros travail de personnalisation, déjà c'est top, mais après l'expertise va rester... je ne sais pas si j'ai bien répondu à ta question. C'était surtout en fait comment tu entraînes des gens à se dire ok, tu as quelque chose devant toi qui est un peu une espèce de, je sais pas, de chimère qui peut faire un peu ce qu'elle veut. Et il ne faut pas que tu paniques et tu prennes ton clavier et que tu tapes ton PC, j'en ai un peu plus, j'en ai marre, etc. C'est pas ce que je veux. C'est comment tu domptes la bête et comment tu apprends aux gens en disant voilà, il y a quelque chose qui n'est pas aussi, qui n'a pas votre intention. Comment tu fais qu'elle aboutisse au résultat que toi tu veux? Déjà, c'est effectivement d'avoir une intention derrière et on parle aussi d'un chatbot, tu vois, donc en fait, il faut interagir avec lui. Donc souvent, on me dit non, mais ça fait pas les bons résultats. Ok, mais est-ce que tu lui as dit? Est-ce que justement, tu as échangé? Est-ce que tu es allé un peu plus loin, justement, pour apporter ton expertise métier, justement, pour l'orienter de la bonne manière? Donc, effectivement, avoir une intention à chaque fois, et même, on parlait d'écologie très rapidement tout à l'heure, mais l'intention, elle est aussi valable sur tous ces sujets-là. Mais je pense que si tu as une intention déjà en travaillant et que tu comprends que c'est un chatbot, que justement l'idée c'est d'échanger avec lui et de nourrir avec c'est l'humain et l'IA pour l'instant, tu vois. Je dis pour l'instant parce qu'il y a aussi tu vois tout un aspect qui va continuer à évoluer, mais oui, personnalisation, expertise métier et galérer. Enfin, tu sais, je pense que il n'y a pas de secret. Hein. C'est comme quand tu apprends à faire du vélo. Hein. Tu montes dessus, voilà, tu apprends. Et c'est à force, justement, je pense qu'on a tous les trois passé des heures et des heures et des heures, tu vois, derrière ChatGPT ou autre. Et en fait, c'est justement en testant au maximum, en comprenant les limites, en comprenant ce qui marche, ce qui marche un peu moins bien, en ayant les bons outils, effectivement, et les solutions personnalisées dont on parlait tout à l'heure. Est-ce que du coup, c'est pas ça la difficulté dont parlait Charles de mise à niveau des professionnels? C'est-à-dire que contrairement à un logiciel où tu fais 1, il ressort 2, là, il faut accepter qu'il peut ressortir 3, 4 et qu'il va falloir passer du temps à dialoguer comme avec un copain. Et du coup, il doit y avoir, ok, tu peux avoir un résultat exceptionnel qui fait gagner beaucoup de temps, mais tu dois aussi apprendre à dompter l'outil et être patient. Ouais. C'est une question pratique, c'est-à-dire que la question qu'on se pose aujourd'hui sur l'IA, on se l'est déjà, elle n'est pas nouvelle en fait, on se l'est déjà posée. J'étais pas encore né quand Microsoft Excel est sorti, je pense pas. Mais je me rappelle, enfin, j'ose même pas imaginer les premières personnes qui ont eu Microsoft Excel ou la suite Microsoft entre les mains. Aller tirer les trucs, faire des formules dans tous les sens, faire des macros, faire des machins. Je pense que c'est pas, en tout cas pour moi, c'était pas inné quand j'ai commencé à bosser. En termes d'ergonomie, on n'était pas. C'était pas ça. Bon, les gens ont pratiqué. Aujourd'hui, c'est devenu hyper fluide et les gens font des choses exceptionnelles. Donc, à mon avis, on arrivera sur la même chose. Donc, c'est une question de pratique à nouveau. Et le sujet aujourd'hui qui se pose, c'est le blocage sur le change aussi. Il faut quand même se le dire. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne veulent pas ou ne peuvent pas ou n'ont pas ce souhait-là d'utiliser ces outils. Moi, j'ai eu quand même beaucoup de choses, d'ailleurs basées en majorité sur des peurs infondées. Moi, j'ai eu quand même pas mal de mes clients. Il y en a une d'ailleurs à laquelle je pense maintenant qui m'a dit non, mais moi, j'ai parlé avec mon mari, il m'a dit mais hors de question que j'utilise l'IA parce que ça va remplacer les agents immobiliers. Il dit mais alors du coup l'humain de l'humain quoi. Voilà et donc mais nous moi j'ai ces discussions là en tout cas tous les jours avec pas mal de personnes qui ont des peurs et des peurs infondées. Et aussi il y a un énorme marché aujourd'hui de l'information complètement biaisée sur l'IA. Une entreprise que je ne vais pas citer, j'étais il y a quelques semaines dans le métro à Bastille et je prenais le métro et là je vois une énorme affiche avec l'IA c'est simple, rejoignez-nous machin. Je fais mais la personne qui a écrit ça, franchement nous on code des programmes qui utilisent l'IA tous les jours. La personne qui a écrit ça a, à mon avis, jamais tapé une seule ligne de code de sa vie. C'est quoi? C'est du recrutement? Voilà. C'était du recrutement? Je ne vais pas dire. Et c'était du recrutement? C'était pour un événement. Et la partie éducation, tu vois, je pense qu'elle doit se faire. C'était pour se former. Et je pense que vous allez être tous les deux d'accord avec moi, mais la partie éducation, elle doit se faire certes sur l'utilisation de l'IA, mais aussi sur l'éducation, voilà, des biais, sur l'éthique au global, tu vois, la sécurité des données.
Ça, moi qui me Alors, on va semble en être parler un de ça. point qui est primordial, tu vois, mais c'est pas que comment est-ce que j'utilise l'IA, parce que c'est aussi de la pratique, mais c'est aussi, voilà, quels sont les biais, faire attention. Le plus gros fléau qu'on va avoir là dans les prochaines années, c'est la lutte contre la désinformation, et c'est tous les gens qui vont copier-coller le contenu sans avoir un certain esprit critique qui peut... et ça va être... Alors ça va être Alors problématique. maintenant, on va attaquer un gros morceau de la vidéo, c'est les domaines d'application. Donc là, je vais vous citer 4-5 domaines, et vous allez me dire, est-ce que c'est pertinent, et est-ce que c'est possible, et est-ce que c'est profitable aujourd'hui, pas demain, etc. Donc vraiment aujourd'hui, avec les techniques, etc., d'implanter l'IA dans ce secteur-là. Vous me dites bof, si pas top, flop si c'est aucun intérêt, et top si c'est absolument un truc à faire. Ok ? On commence par le premier. C'est parti. Le premier, la prospection client. Ah bah top. Top, Top. top. Le marketing et la création de contenu. Top. 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 La closing et la relation commerciale. Top. Bof. Ah, bof. Top. Non, bof, c'est quoi le plus bas? Bof, c'est moyen. Flop, Et c'est... Flop. Flop. Ok. Ouais, moi, Flop je- pour moi, le je- closing. Mais moi, Ah. je suis pile au milieu parce que je pense que l'humain achète de l'humain et qu'il y a quand même Ouais. un petit Ah, donc aspect, plutôt, bof. Aujourd'hui, alors- on a dit aujourd'hui. hein. alors, on a dit aujourd'hui. Alors, mais on parle d'aujourd'hui. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle le closing et la relation client. Parce Je que suis d'accord. si on. Tout à l'heure, Charles C'est avait tout la évoqué- Ah relation oui, commerciale. le euh, SAV, top. Parce que oui, mais, le closing, ça peut être très bon. Bah, Tu peux exactement. avoir des setters IA Donc, qui sont oui, géniaux, oui, qui répondent à tes oui, Mais on messages. parle de closing, on parle pas de Oui, setting. ouais, mais c'est ouais. Donc Closing, pour C'est moi, vraiment c'est flop. la fin du deal, au moment Pour où moi, on closing, conclut, c'est flop. Closing Si- 50-50. Voilà, si tu parles du closing au sens où on a besoin En B2B, d'avoir ça un peut même agent, pas la un peine. avatar ou une personne en face pour avoir cette décision-là, aujourd'hui, il y a, moi en tout cas, c'est moyen. Donc Par contre, si plutôt on bof, parle de quoi. closing au sens relation client, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à être très bon closer en suivant des étapes automatisées dans mon CRM, etc. Ah, ça, c'est pas ça, pareil. top. Ça, c'est Non, top. non, c'est Voilà. pas pareil. Voilà. Bah, tu Non, as non, quand non, même non. une phase On de dit, closing. on dit en gros, on laisse l'IA faire. Mais aujourd'hui, une IA peut pas. Je connais pas une IA qui est capable de closer. Non, mais t'as des IA typiquement qui font tes scripts de vente, ta gestion des objections, etc. Ah qui- oui, ça, et donc, oui. donc ça peut Ah, t'aider. c'est- C'est voilà. pour ça 50-50, Oui, mais tu vois. oui. Il y a deux Ouais, versants. ouais. Si on parle de l'IA qui close pour toi, la réponse c'est moyen. Si on parle de l'IA qui va t'aider à avoir Ah un oui, là, taux de c'est transfert top. de closing, etc., la réponse est top. Voilà. Totalement Tout dépend d'accord, de ce qu'on Ok. évoque. Alors, on en reparlera juste après. Les ressources humaines. Ah, top. 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 Alors là, Et même si je puis me permettre, Sur top. avant l'IA. Avant l'IA, c'était déjà pas mal, parce qu'il y avait de l'automatisation. C'est pas la même chose, automatisation et IA quand même. Mais oui, top. Ok. Et le dernier, c'est la finance et la data. sur top. Joker. Joker. Ouais, top touchy. Non, moi Ah. j'ai Ok. été choqué. En Top fait, touchy. on a deux clients enfin on a deux prospects là, on est en phase avancée, on est sur le point de closer, j'espère. Et en fait, au début, je me disais, on a été sollicité. Et au début, je disais non, mais je suis pas sûr qu'on va pouvoir parce qu'il n'y a pas grand chose d'efficace dans le traitement de la data sur les LLM, etc. Et en fait, à ma grande surprise, il y a déjà des choses Ouais. qui font des choses, mais c'est incroyable. Hein. C'est-à-dire que ce dont tu avais besoin d'un consultant qui te coûtait 1 000 € par jour pendant 2 mois pour faire une tâche et des trucs, aujourd'hui, tu as des modèles d'IA qui sont capables de te prendre la donnée, la restructurer, la mettre en forme, dégager les choses qui vont pas, Sans hallucination. Non, mais c'est incroyable. Après, Et je suis en d'a- fait, ouais. comment Je suis ils d'accord, mais arrivent à- C'est tellement stratégique pour moi comme secteur que tu vois, tu vas pas. Non, mais en Tu fait, peux l'utiliser. et pourquoi ils font ça? Parce qu'en fait, comment tu fais? C'est que tu lui donnes l'historique de tout ce qui a été fait par les consultants qui sont passés avant. Et donc, en fait, tu prends les fichiers initiaux, comment ils ont été transformés par les consultants, et ensuite, si tu as suffisamment d'historique, faut avoir un peu d'historique, mais si tu as suffisamment d'historique, ensuite, derrière, il te sort un résultat juste délirant. Historique et human in the loop quand même. Hein, Oui, parce ah que- oui, oui, oui. Alors, non, on va refaire un peu le tour de ces secteurs. Donc, on va recommencer par le début. On va parler de Non, mais ça, prospection. c'est 200 000 € La de prospection, communication. c'est vraiment le côté, voilà, le client, c'est no one. Et jusqu'au moment où on commence à négocier un deal. Voilà. Donc là, vraiment, la prospection, la recherche de prospects, au sens littéral. Vous avez tous dit top. Et là, du coup, j'aimerais bien voir vos cas d'usage, est-ce que vous avez des exemples dans vos business, des choses qui ont marché, peut-être des échecs, des choses qui ont bien marché, moins marché. Bah écoute, moi je peux te parler de ça, c'est un peu notre cœur de métier. Rachel, qui est notre AI SDR, aujourd'hui, elle est capable de prospecter de façon autonome, j'insiste sur le mot autonome, 2200 prospects par mois. Comment est-ce qu'elle le fait? Rachel, aujourd'hui, elle est capable simplement d'avoir accès à la knowledge base de l'entreprise,
un site, un PDF, du texte, ce que tu veux. Quand tu dis Rachel, c'est une personne physique ou Non, tu parles de... AI, Ah d'accord, ok, j'avais pas AI compris. employee. Tu la pauvre, Elle travaille dur. C'est une employable, vas-y. Elle est pas aux 35 heures. Non, je ne pense pas. Non, elle tombe pas malade. Aujourd'hui, elle est extrêmement performante parce que là où on avait, et j'en ai fait pendant plusieurs années, la vieille école de la prospection commerciale, Hello First Name, j'espère que vous allez bien. J'ai vu que vous bossez dans Company Name, et tu remplaces les placeholders par un export CSV. Ça y est encore. Hein. Je peux t'assurer que dans les messages qu'on reçoit, il y en a des pires. Hein. C'est des pavés, moi, je les vois, des gens qui se trompent sur mon adresse email, enfin sur mon nom de famille, etc. Et donc aujourd'hui, ça c'est le vieux monde. N'est-ce pas, le nouveau monde, c'est la partie AI employee où elle est capable aujourd'hui pour personnaliser le message qu'elle va t'envoyer et qu'elle va écrire et qu'elle va t'envoyer parce qu'elle fait aussi l'envoi. Elle va aller sur le profil d'Augustin. Elle va aller ensuite sur le site web de ta boîte. Elle va ensuite aller sur Internet pour trouver le dernier white paper lié à ton industrie. Elle va te faire un message en compilant tout ça. Donc c'est extrêmement chirurgical, c'est extrêmement précis. Et le message est unique. Il n'y a pas un seul message qui ressemble à un autre. Et aujourd'hui, en mettant en place ça, tu peux économiser 293 heures par mois de prospection par équipe. C'est à peu près 2 ETP. Donc tu fais un peu le calcul de 2 ETP avec leur salaire, etc. versus Rachel qui coûte 250 par mois, tu vois un peu les niveaux d'efficacité qu'on est capable d'atteindre. Voilà. Et aujourd'hui, c'est assez exceptionnel et c'est exponentiel aussi. C'est que 250 € par mois 250, ouais. Bah écoute, à la sortie du podcast, là, je subscribe. C'est vrai. Là, je rigole pas. Hein. Okay, cool. Et tu montreras, tu feras une démo live. Tu peux aussi nous sortir ton Amex maintenant. On peut aller. Allez, c'est parti. Quand tu parles de premier sign-up en plein podcast. Quand tu parles de prospection avec Rachel, d'ailleurs, on aimerait bien la rencontrer si elle vient un jour sur le podcast. Sa vidéo est sur notre site. Ah oui, d'accord. Elle a carrément elle fait de la c'est bien de dire elle parce qu'on a l'impression que c'est vraiment une personne. C'est un peu dérangeant. Ouais, alors c'est très dérangeant. Oui, c'est un peu bizarre. Là, je suis en train de me dire qu'est-ce que je suis en train de raconter. On regardera la vidéo dans 10 ans, on se dira putain, on était bizarre. Elle fait de la prospection, c'est encore bizarre de dire ça. Elle fait de la prospection via des emails, via du LinkedIn, via des messages. Comment ça se. C'est LinkedIn plus email aujourd'hui. Donc elle a accès à ton compte LinkedIn, elle a accès aussi à ta boîte email que tu sign up, que tu utilises du Google ou du Microsoft ou ce que tu veux, ou de l'IMAP ou du Exchange, tu connectes ton adresse email et hop, elle fait le travail. Et ce qui est intéressant, c'est que tout à l'heure je parlais d'autonome, et alors on va me dire mais où est le autonome ? À la fin du mois, parce que du coup, sinon c'est pas drôle. À la fin du mois, le 30 de chaque mois, enfin le dernier jour de chaque mois, comme elle a adressé. Alors ça paye, non ? Alors ça paye en prix de token, mais en coût de token. Mais, à la fin du mois, comme elle a bien évidemment testé un certain nombre de verticales, parce qu'elle a testé plusieurs personas différents, par exemple les CEO en France, des boîtes de 1 à 100, les CMO UK, etc. Elle va aller voir dans quelle séquence, pour quel persona, le taux de transformation et l'engagement a été le plus efficace, le plus élevé, pardon. Et elle va, si elle est cochée en autonomous, elle a activé en autonome, elle va refaire une autre séquence le mois suivant de façon autonome sur la même typologie de persona, elle continue à affiner. Et donc ça, c'est assez impressionnant parce que tu peux la mettre le 2 janvier, le 31 décembre, elle tourne toujours. Ouais. Et ça te permet quand même d'avoir un peu, de lever la main sur toute la partie prospection parce que c'est quoi l'équivalent ? C'est de mettre 2 personnes en face d'ordi et d'aller systématiquement, manuellement sur des sites, comprendre ce que le prospect fait, lui écrire un message, etc. Enfin, c'est complètement bidon. Si tu ne connais pas la personne, ça n'a pas vraiment de valeur ajoutée. Of course not. Et puis la perte de temps aujourd'hui que tu peux... Donc aujourd'hui, sur la partie vente, il y a des choses assez incroyables qui se font, mais encore une fois, je mets un petit astérisque. On est, là au moment où on se parle, on est janvier 2025. Ouais, c'est fou. J'ose même pas imaginer le décembre de cette année. Là, je ne parle même pas dans 5 ans. Ouais. Là, je te parle juste dans 1 an. Voilà. Alors, après, tu vois, je pense que la partie, tu vois, on parle commercial, donc c'est générer du chiffre d'affaires, maintenant, je pense que c'est plus comme c'était avant. À l'époque, c'était effectivement en mettant en place des campagnes d'automatisation, etc. Mais maintenant, tu as ce qu'on appelle l'all-bound, en fait. C'est que c'est pas simplement des campagnes qui vont rouler et ça va tomber, même si effectivement ça peut déjà tomber. Mais tu as ce qu'on appelle donc l'all-bound, c'est l'inbound, donc c'est comment les clients viennent à toi grâce à ta création de contenu. Donc je te fais la belle transition sur la partie marketing. Et l'outbound, comment est-ce que tu vas aller chercher les clients. Et pour moi, c'est la meilleure stratégie aujourd'hui, parce que encore, on le répète, les gens achètent des gens, donc on va s'identifier à une crédibilité. Une
crédibilité. Et donc, tu vois, maintenant, à mon sens, la partie commerciale va pas l'un sans l'autre, tu vois, sans la partie marketing. Et vraiment, le combo des deux, là, c'est combo gagnant. Mais voilà, j'aurais pas dit l'un tout seul ou l'autre tout seul. C'est une très belle transition vers le secteur du marketing et la création de contenu, qui est aussi un secteur en pleine transformation avec l'IA. Peut-être que du coup, toi, tu as des use cases là-dedans, ou des expériences, ou des retours clients. Je suis fan de ce sujet, tu vois, parce que la création de contenu, et qui dit création de contenu, c'est aussi garder un peu d'authenticité dans la création de contenu quand même. Donc, écoute, tu as 10 milliards de sujets qui peuvent être faits. Création de posts, carousel, newsletter en automatique. Tu peux aussi aller faire une veille incroyable sur le marché, donc aller chercher tous les réels de tes influenceurs, les blogs, tous les flux RSS que tu as en tête, les newsletters que tu reçois, etc., les faire passer dans le chat GPT, donc avoir une veille quand même qui est assez incroyable. Et aujourd'hui, toute la création de contenu, les gens qui me disent j'ai pas le temps d'écrire du contenu, pardon, mais je suis désolé. Et après, il y a quand même une partie, ça prend du temps, effectivement, mais aujourd'hui, c'est incroyable. Tu cliques sur un bouton, ton post il est fait, ou tu appuies sur une automatisation, bon, tu as tes 30 posts du mois qui sont faits. Après, il faut quand même jongler ça avec un côté aussi authentique, tu vois, parce que quand on parlait, moi j'aime bien le côté personal branding, tu vois, ça dépend quelle est ta taille de boîte, ça dépend, mais je pense que le personal branding peut être efficace dans beaucoup de cas. Et donc... que te dire sur le marketing, si ce n'est qu'aujourd'hui, tu vas garder, l'humain va être hyper intéressant parce que c'est lui qui va donner les insights, c'est lui qui va guider, c'est lui qui a toutes les subtilités peut-être que l'IA n'a pas, et qui va repasser quand même un peu rapidos sur le contenu quand même si c'est déjà bien fait. Mais le marketing aujourd'hui, c'est incroyable, quoi. Et à ce propos, on a eu le dernier mois justement ce live talk sur le personal branding dans ce même studio, donc j'encourage à aller voir la vidéo qui sera dans le lien en description. Voilà. Comme ça, c'est dit. Eh bien, j'irai l'écouter parce que je pense super sujet et carton plein sur ce sujet-là. Mais marketing à l'ère de l'IA, c'est incroyable, quoi. Pour abonder dans le sens d'Aurélia aujourd'hui, c'est assez incroyable aussi sur la partie marketing de voir qu'on est effectivement capable de faire énormément de choses sur la partie personal branding avec très peu de moyens et aussi très rapidement. Un sujet qui moi, personnellement, m'a interpellé, mais qui a aussi interpellé pas mal de mes clients au fur et à mesure des échanges, c'est de se dire ouais, mais on arrive à la fin de la semaine à chaque fois et en fait, on n'a pas eu le temps d'aller checker ce qui est fait dans l'industrie, etc. Je suis sûr que voilà, il y a plein de personnes autour de la table qui peuvent se reconnaître là. Et du coup, ça m'a vachement interpellé et on a rajouté une nouvelle fonction au mois de décembre à Matt, qui est notre AI employee sur le marketing, et on lui a dit écoute, moi j'aimerais bien lancer une conversation avec toi, sauf qu'en fait, je vais te donner mon secteur et je vais te donner la typologie de service que j'adresse. Quand je clique sur lancer Math, il va aller chercher les 300 derniers articles sur le service que j'ai lancé, les 300 dernières reports et recherches sur mon industrie, et ensuite, armé de ça, il va lancer la conversation avec moi de façon voice. Donc moi, ce que je fais, c'est que quand je marche dans Paris le samedi, je mets Math dans mes écouteurs, je le lance et je me balade, et en fait, il me fait le récap de toute la semaine. C'est comme avoir un pote qui a fait toute ta research pendant la semaine. C'est et en fait, fou, ça. Et ça, c'est assez puissant parce que moi, quand j'avais tourné quand tu essaies un peu de réfléchir à comment tu bosses. Et moi, j'ai fait vraiment ce début de rétro qui est ongoing parce que l'IA avance, mais qui est de se dire, waouh, comment est-ce que je bossais, comment est-ce que je bosse maintenant? En fait, il y a un énorme shift. On est passé de 90-10 à 10-90. Aujourd'hui, on est vraiment... moi, je passe aujourd'hui probablement 90% de mon temps à réfléchir à vraiment au prochain produit, à m'inspirer de ce qui est dit, des verbatims des clients, des prospects, etc. Et ensuite d'arriver au dernier 10% que tu donnes à l'IA, que tu dis ok, très bien, alors fort de tout ça, fais-moi le truc. Un modèle à l'ancienne où en fait on passait 10% du temps à réfléchir et 90% du temps à faire du contenu. Clairement. Et c'est complètement, il y a un shift en fait énorme qui est en train de se passer, même dans notre relation au travail. Et bien évidemment, la relation au travail, c'est pas que le marketing et le sales, il y a d'autres secteurs aussi qui sont impliqués. D'accord. Et sur le marketing, création de contenu, après on a dit effectivement, on a parlé du closing
et de la relation client. Donc tout le moment où on commence à rentrer physiquement en contact avec les clients et se créer une relation commerciale. Et là, vous étiez un peu plus partagé sur la question. Peut-être que Alors, Charles, toi, tu as un moi, avis. j'ai commencé ma carrière comme téléprospecteur. J'étais tout en bas de l'échelle. Je suis devenu responsable commercial de cette société et je faisais des deals avec des grands groupes et des PME pour minimum 20 000 euros par ticket. Et aujourd'hui, concrètement, le minimum de tickets que je fais, c'est... le minimum du minimum, c'est aujourd'hui 10 000 euros, quoi. Tu vois. Donc, à l'année de dépenses. Donc, concrètement, aujourd'hui, je vois pas une IA closer les gens qui sont mes clients. Franchement, honnêtement, je vois pas. J'ai vraiment du mal encore aujourd'hui à le voir. Par contre, là où je suis d'accord, c'est dans toute la phase CRM. Ça veut dire, l'IA, elle a tout le transcript de toute la conversation. Donc, c'est-à-dire que la prochaine fois que j'aurai un appel avec cette personne-là, et je pense qu'il y aura des outils d'ici là qui existeront en add-on, en widget dans les CRM, elle écoutera en live parce que le prochain rendez-vous qui aura lieu dans 3 mois de suivi, parce que ça prend 8 mois, la personne a dit oui, laissez-moi le temps de revenir vers vous, faut que j'en parle en interne, machin truc, le temps que ça crante. 3 mois après, tu l'as au téléphone, tu te souviens plus exactement, t'as pas le temps de lire tout le transcript, et là, ta l'IA, en fait, elle va elle-même te parler sur ton écran en te disant hey, souviens-toi, il y a 3 mois, tu lui avais dit ça, tatati, tatata. Je pense que ça peut être extrêmement puissant et qu'elle te rappelle qu'est-ce qu'elle avait dit. Ah, mais peut-être que tu pourrais lui poser la question par rapport à la dernière fois, elle t'avait dit ça. Là, visiblement, elle te dit autre chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Quels sont ces échanges? Non, mais aujourd'hui, ça n'existe pas, un outil comme ça. Ça va loin quand même. Hein. Je sais pas non, pas en temps réel. Ah, bah, en fait, qu'est-ce que tu entends? Si, t'as ça, toi? Bah, je pense que Parce que moi, j'ai pas trouvé d'outil qui faisait ça. Hein. Bah, je pense que intégrable à HubSpot? Bah, je pense que c'est une combinaison d'outils, ouais, qui peuvent. C'est un workflow à mettre en place, mais. Tu fais des tuyaux perso, ouais. En temps réel? Bah, ouais. Parce qu'à posteriori, oui, d'accord, mais en temps réel. Moi, je te parle en temps réel. Hein. Moi, j'ai vu un cas en temps réel pour le recrutement. Oui, absolument. Voilà. Quelqu'un qui était en face d'un recruteur, je ne sais pas si vous l'avez vu, le recruteur avec les réponses en automatique. Oui, j'ai vu. Et ça, c'est assez incroyable. Mais alors, par contre, donc, pour le SAV et pour tout ce qui est service client, alors là, par contre, pour le coup, c'est un grand top. Nous, on le fait. On le déploie chez des clients. Donc, voilà, d'ailleurs, si vous avez besoin d'optimiser votre productivité au sein de vos équipes, faites appel à nous. On a tous les process. C'est déployable en 3 semaines, 1 mois, c'est plié, quoi. Donc vous faites tout votre SAV, même du SAV technique. Ça veut dire, je suis tout faire matériaux, j'ai 2000 références, j'ai 2000, comment dire, bon là ça prendra pas un mois, ça prend un peu plus de temps, mais disons j'ai 2000, notes d'utilisation de chaque produit, machin, mais j'ai envie de créer une valeur ajoutée pour mes artisans. C'est-à-dire une hotline que l'artisan peut appeler et dire j'utilise tel matériel, telle référence, j'ai un problème, ça n'a pas l'air de fonctionner, je vous envoie une photo. Et en fait, en temps réel, il y a ça, par exemple, demain, on peut le déployer. Quand on parle de relations clients, on parle aussi de relations d'humain à d'humain, donc de visage à visage, de voix à voix. Oui. On en est où aujourd'hui de dire jusqu'au jour, tiens, je pourrais parler avec une IA en visio sans m'en rendre compte, qu'il fasse un deal avec moi? Au téléphone, ça peut déjà. Attends, il y a plein au téléphone, de SAV. choses qui sont déjà en place. Il y a Agent qui a lancé ça avec Zoom, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Augustin, toi, tu peux tout de suite aller sur Agent, tu peux te cloner. Ouais. Donc, cloner vraiment, tu t'enregistres pendant 30-42 secondes. On avait fait ça avec une cliente, Annabelle d'ailleurs, que je salue si elle écoute ce podcast, mais on l'avait cloné. Et en fait, on l'a mise donc, je l'ai interviewé, j'ai interviewé sa clone de son propre aveu, à part son mari. Tout le monde est tombé dans le panneau. Mais est-ce que c'est du temps réel ou c'est encore à posteriori? C'est-à-dire qu'il faut qu'il processe et après elle crée du contenu, ou tu peux l'avoir en... Agent, ton avatar est en temps réel sur Zoom. C'est-à-dire que là, tu te clones, tu m'envoies le AI Augustin machin et je lui parle sur Zoom. Et il répond à ma place. Et il répond à ta place. Non. C'est incroyable. C'est sorti il y a combien de temps, ça? Agent et Zoom, c'est sorti il y a quelques semaines. C'est très récent. Okay, donc allez sur le site de Agent si ça vous fait plaisir. Tu peux implanter un scénario de closing à ton IA en disant voilà tous les cas qu'ont eu mes prospects, etc., toutes les objections, etc. Et tu l'envoies faire tes calls de closing. Ça, tu peux déjà le faire même en setting. Donc déjà, et ça, setting, c'est du fait de Dieu, effectivement, si tu as quand même pas mal de messages. Donc, il peut déjà te closer les meetings. Et après, oui, tu peux le faire côté meeting. Après,
je reste encore, tu vois, un peu... voilà, pour moi, effectivement, le business aussi, c'est de l'humain. Tu vois, on achète de l'humain. On achète parce qu'on voit quelqu'un, on a confiance en la personne, etc. Donc, oui, bien évidemment, moi, je suis fan, effectivement, sur Agen. On a beaucoup regardé Agen, donc il y a plein de choses géniales qui peuvent se faire, mais ça dépend, effectivement, si tu es en B2B ou si tu es en B2C, tu vois, ça va pas effectivement être le même process. Mais bon, je pense que sur des tickets, enfin, sur du high ticket ou sur des projets vraiment de transformation globale, c'est trop important pour pas avoir, tu vois, la personne en chair en os. Le client risque de tomber un peu en relation, pas dire amoureuse, mais en relation un petit peu étroite avec l'IA. On dit maintenant, en fait, c'est Rachel, c'est une IA, quoi. Et surtout, t'es un peu déçu. C'est pas fun, toi aussi, t'as besoin en tant que dirigeant. Et puis, le jour où tu croises ton client, on disait, bah tiens, il a dit ça la dernière fois. Ah bon, je suis pas au courant. Non, mais t'as pas la même relation. Alors non, mais là, t'as pas la même relation avec un prospect qui est là pour te challenger, qui est là pour voir qu'est-ce que tu as dans le ventre et voir jusqu'où tu peux aller, qu'est-ce qui peut tirer de toi. Est-ce que moi tu vois, par exemple, j'ai des prospects, comment je les close ou comment je passe la frontière de comment je fais pour créer une complicité avec mon prospect, comment je fais en sorte que je le rapproche du closing. Bah, par exemple, il y a des prospects, si je commence à leur parler dans 10 ans, l'IA leur a 1200 de quotient intellectuel, ils en ont rien à foutre. Et il y en a d'autres, par contre, si je pars pas sur des strates un peu plus élevées, je vais pas réussir à gagner leur confiance. Donc en fait, tu t'adaptes. Et en fait, ça, c'est très, pour le coup, humain. Je vois pas comment une IA aujourd'hui, et dans 2 ans, je dis pas, mais aujourd'hui... Mais bon. Ouais, mais... Non, mais je suis entièrement en phase. Et dans tous les cas, même si il y aurait une IA qui est capable de faire ça, tu vois, après, c'est ta responsabilité de te dire, même toi, c'est toutes les choses que tu n'as pas forcément dans un transcript, mais toutes les émotions, même si maintenant on peut quand même enregistrer les émotions, etc. Bien sûr. Donc, il y a des modèles pour ça. Peut-être que du coup, tu auras un jour un moment où l'État dira, il faut que quand quelqu'un parle d'une IA, il sache que c'est une IA. Peut-être comme un label, genre j'achète de la viande label rouge, bah c'est pas du label jaune, c'est du label rouge. Dans certains pays, c'est déjà le cas aujourd'hui. Dans certains pays, tu t'exposes à des fines si tu fais de la prospection téléphonique automatisée avec l'IA sans le dire de façon explicite. Dans certains pays, c'est déjà le cas. Mais je suis d'accord sur le volet humain. Enfin, il y aura toujours un côté indéniable sur l'humain. Et là, on tombe vraiment sur un des sujets centraux de l'IA qui est de se dire, en fait, les gens veulent vraiment que l'IA soit du black or white. C'est pas blanc ou noir. En fait, c'est juste une partie d'optimisation et d'automatisation d'un certain nombre de process qui va enlever de la pénibilité ou de la répétitivité au niveau des tasks, c'est tout. Donc, il n'y aura pas une IA qui va remplacer un CEO ou une IA qui va remplacer un tel. C'est juste qu'on va enlever un certain nombre de tâches répétitives et qu'on va peut-être laisser des choses un peu plus sympas. D'où l'aspect quick win, tu vois, pour la partie conduite du changement, tu vois, qui est à mon sens la phase la plus critique, tu vois. Voilà, montrer aux personnes justement l'intérêt tout de suite, immédiat. Pour justement qu'il y ait une meilleure adoption, tu vois, et que ça soit pas un frein tout de suite. Parce que t'as beau mettre l'ensemble, t'as beau automatiser tout un business ou mettre en place des outils d'IA, si les équipes l'utilisent pas, il y a pas forcément d'utilité. Donc l'aspect conduite du changement et de pas effrayer et montrer des cas d'usage concrets est important. Oui, alors après carrément, ça c'est quand tu parles de commerce, mais par exemple sur le SAV ou sur des standards téléphoniques. Aujourd'hui, concrètement, il n'y a plus de l'intervention d'un seul être humain. Oui, c'est toujours mieux d'avoir une IA quand tu veux avoir un problème avec ta box ou ces machins que de parler à un répondant en disant si vous voulez appuyer 1, puis appuyer 2, et puis... C'est l'enfer. C'est l'enfer. Donc le sujet d'après, enfin le domaine d'après, c'est les ressources humaines. Et là, on m'avait tous dit, alors top. Et alors là, je serais curieux d'avoir comment concrètement l'IA peut s'appliquer aux ressources humaines, comment ça peut aider les dirigeants, et quels sont les gains effectivement faits avec des exemples peut-être concrets que vous avez eu avec vos clients, par exemple. Alors concrètement, direct, juste en fait, jusqu'à C-level, tu peux automatiser tout le recrutement. Moi, je suis très radical là-dessus. J'enlève même carrément la RH humaine de l'équation. T'inclus le matching de CV intelligent ? Tout. Je mets tout dans le... Donc tout est géré par l'IA. S'il y a des biais dans la solution, tu t'en fiches. Oui, mais moi, je sais pas... Alors, c'est un sujet hyper important, parce que je suis désolé, mais si tu regardes Amazon qui avait lancé... Non. Le sujet... Son outil de matching de CV intelligent et qui enlevait toutes les femmes... Je connais l'histoire. Donc, il y a encore des biais aujourd'hui. Tu peux dire, ne fais pas de biais. Tu peux lui donner aujourd'hui... On parle d'un système c'était il y a 3 ans. Attends, parce que... On parle d'une histoire de 2021. Il faut bien expliquer à ceux qui nous écoutent de quoi on parle, parce que
Quand on parle de recrutement, c'est-à-dire que tu dis voilà, je veux tel type de personne, tu dis à l'IA, tu expliques, tu dis je veux. Oui, mais tu te bases sur quelles données? Tu te bases sur des profils LinkedIn, sur les CV, sur des lettres, c'est quoi? Biaisé qu'une IA. Totalement en phase. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je suis totalement, tu vois, en soi, je pense qu'on peut partager il y a débat, là, point de vue, mais oui, enfin. Mais moi, je suis très radical. Je comprends que ça puisse choquer. Mais moi, par exemple, je débat. Oui, non, mais moi, je suis très radical. Tous les deux raisons ensemble, tu vois, ça peut, les deux peuvent. Parce que la valeur ajoutée aujourd'hui de quelqu'un qui recrute pour faire de la ADECO, là, c'est de la aidez-moi. L'intérim. La valeur ajoutée pour remplir un poste d'un mec qui fait de la livraison Amazon, je suis désolé, c'est zéro. Je suis entièrement d'accord. Navré, après, tu vois, moi je te dis, la dernière personne. Je suis hardcore, mais c'est la réalité. La dernière personne que j'ai recrutée ne connaissait rien à l'intelligence artificielle. Oui. Et je l'ai recrutée parce que justement, en fait, c'est toutes les compétences qu'elle a. Mais tant mieux qu'elle connaisse rien à l'intelligence artificielle, ça lui permet de mieux répondre aux besoins des clients. Non, mais effectivement, mais ce que je veux dire par là, c'est que si j'avais eu un matching intelligent de CV. Oui. Bah non, t'aurais pu demander. Je ne veux pas que tu ségrègues les personnes qui n'y connaissent rien en IA. Tu vois, c'est ça qui est intéressant. C'est parce que tu te trompes mal. On parlait peut-être pas de la même chose en fait. Ouais, on parle peut-être pas de la même chose et je suis contre. En tout cas, la manière de recruter. Sur la partie RH, ça, on pouvait déjà automatiser beaucoup de choses déjà avant l'IA. Encore avec des outils d'automatisation, tu cibles bien avec des outils comme Sales Navigator, avec des recherches, la méthode ABM, c'est des tout basiques, tu vois, mais au moins tu mets dans des campagnes d'automatisation. Donc ça déjà, ça se faisait avant. Je pensais pas dans ce sens-là. Moi, je pensais dans le sens tu reçois des CV, comment tu fais pour les analyser. Ouais, mais le recrutement, c'est le passage des entretiens, tout ça. Aujourd'hui, en vrai, concrètement, t'as des études qui te prouvent que t'as des gens qui sont très bons en entretien. Et en fait, derrière, d'un point de vue opérationnel, c'est des brels absolus. Et en fait, il y a un biais humain énorme sur la sélection justement des profils qui est lié au fait que t'as des gens qui déchirent en entretien. C'est beaucoup le cas, par exemple, pour les postes de commerciaux. C'est qu'en fait, t'as des gens, ils savent super bien se vendre, t'as juste envie de les acheter. S'il y a un marché aux esclaves, tu dis, ah, toi, c'est pour moi, tu vois. Mais en fait, derrière, sur le terrain, ils vont pas être efficaces. Et il y a d'autres gens, en fait, ils vont pas te donner envie de les recruter. Alors qu'en fait, en réalité, une fois qu'ils sont en poste, c'est des machines de guerre. Sauf que, ils sont très capables de, par exemple, je prends juste un exemple. Ça dépend des tailles de boîte, parce que si déjà t'as pas envie de le recruter, pourquoi est-ce que si toi-même t'as pas envie de bosser avec cette personne parce que non, c'est pas que t'as pas envie de bosser avec cette personne, mais parfois t'as des gens, je suis désolé pour un poste de commercial chez toi, que le mec ta gueule lui revienne pas ou qu'elle te revienne, t'en as rien à cirer. Ce qui compte, c'est qu'il atteigne ses objectifs. Je pense que ça dépend des boîtes, parce que si tu veux une certaine cohésion d'équipe, etc. Donc je suis entièrement d'accord sur certaines boîtes. Non, il y a certains postes et certaines boîtes. Oui. Attends, on va juste recentrer un petit peu le débat. Donc quand on parle de recrutement, c'est important de dire de quoi on parle, parce qu'il y a plusieurs types de recrutement et tu l'as bien dit Aurélia et Charles, t'as aussi une vision très différente, mais c'est-à-dire, tu as le recrutement effectivement à la papa, où tu as OK, envoie-moi ton CV, envoie-moi ta lettre de motif, premier filtre, tu passes en entretien, donc le truc très très processé, parce que le job il est très cadré avec des pré-requirements qui sont très normés. Voilà. Après, tu as des boulots, et je pense qu'on les aura de plus en plus, ça c'est bien avoir votre avis là-dessus, où tu as besoin, pas forcément des compétences, ce qu'on appelle des hard skills, mais des soft skills, dire voilà, être adaptable, être créatif, et là c'est plus difficile à montrer sur un CV, et peut-être que du coup, on va passer à un recrutement qui sera peut-être plus par envoie-moi une vidéo, fais-moi quelque chose, et là l'IA peut aussi peut-être dire tiens, tu vois toutes les vidéos des candidats et qui te paraît le plus original, etc. C'est pour ça que je suis à 100% d'accord sur ce qu'il disait sur certains types de postes, mais après sur d'autres postes qui vont être stratégiques ou même d'autres postes... jusqu'à C-level, oui, C-level, c'est pas la peine. Tu vois, c'est assez intéressant. Donc voilà, c'est un mix des deux, je pense. Tout dépend du business et tout dépend de... Parce que tu vas avoir de la ségrégation par rapport aux écoles, par exemple, je suis d'accord. Tu pourrais dire, mais ça, c'est une question de comment tu utilises ton modèle ou comment tu utilises l'IA. C'est sûr que si tu lui dis juste apprends par rapport à ce qu'on faisait auparavant et sélectionne pareil, oui, là, tu peux avoir des problèmes parce qu'en fait, elle va reprendre des biais de sélection qui existaient déjà auparavant. Alors que si tu détermines quels sont ce que tu veux, tu prends un exemple qui date de 2021, je m'en souviens très très bien, parce que c'était à peu près un an après la sortie du Playground. On a eu d'autres, enfin... Ouais, mais non. Mais je suis d'accord. Aujourd'hui, tu as des systèmes qui sont super efficaces là-dessus. De matching, je suis entièrement d'accord. Même de matching, de management de transition, etc. Même pour les CV, par exemple, depuis le milieu des années 2000, tu avais des outils d'analyse de CV, tu sais. Et puis quand tu écrivais en blanc sur blanc, genre j'ai fait HEC ou HEC, bah en fait tu passais au travers des mailles du filet et ça te permet de passer le truc.
Mais aujourd'hui, la question à se poser, c'est est-ce que tu as vraiment besoin d'avoir HEC sur ton CV pour être aussi efficace, alors que ça fait 10 ans, 15 ans que tu travailles, que tu as commencé tout en bas de l'échelle et que tu es monté tous les échelons, t'as pas le bon tampon. Mais par exemple, en France, ça, c'est un enjeu. Comment on fait pour sauter comment on fait pour se faire sauter le plafond de verre social? En fait, il y a plein de questions à se poser. Je suis 100% fan du matching. Hein, oui, donc, pour te dire, je suis 100% fan du matching. Je pense que c'est quelque chose qui est révolutionnaire et qui est totalement à mettre en place, tu vois. Après, effectivement, je mets juste la limite dans le sens où certains postes, c'est un peu plus compliqué, d'une part. Et d'autre part, tu as aussi tout l'aspect aller chercher les bonnes personnes, etc. Ça, déjà, il y a une partie qui est totalement optimale à faire hors matching, tu vois, d'aller chercher, sourcer, tu vois, de plus cabinet de recrutement, si je puis dire, où là, franchement, bon, tu vas avoir des outils d'IA, mais certains sont justement, on va parler un petit peu d'outils et de cas pratiques. On va prendre le use case très précis où je suis en dirigeant. Pareil, j'ai une boîte, quinzaine d'employés, plusieurs centaines de millions de chiffre d'affaires, et je veux recruter, on va dire, un directeur des achats. Parce que j'ai besoin d'acheter beaucoup de hardware et je veux utiliser l'IA pour commencer à faire mon recrutement et justement changer de méthode et utiliser les pleins potentiels de l'IA. C'est quoi la feuille de route et comment je fais concrètement step by step? Alors, dans un premier temps, c'est savoir où est-ce que tu vas, à qui tu t'adresses. Est-ce que tu vas voir des cabinets de chasseurs de tête? C'est un directeur des achats, donc cabinet de chasseurs de tête. Est-ce que tu le fais toi-même? Est-ce que tu as des gens Je veux utiliser interne? l'IA pour changer mes process et gagner du temps et de l'argent. Tu peux utiliser l'IA typiquement pour aller... si tu fais pas appel à un cabinet de chasse, par exemple, qui, eux, c'est leur métier au quotidien, tu peux directement aller sur LinkedIn et directement des messages à des directeurs des achats qui sont marqués open to work, tu vois. Mais si tu veux utiliser l'IA justement pour pas faire ce travail... Tu peux utiliser Rachel, tu vois. Tu peux tricker Rachel pour, au lieu d'en faire un outil de prospection commerciale, t'en fais un outil de recrutement, en fait, pour contacter des gens qui ont le profil type de ce que toi tu cherches. Ça peut être intéressant. Ensuite, derrière, pour un profil directeur des achats, je pense que c'est mal avenu d'automatiser le truc via, comme on a dit, c'est en fonction des postes. Donc c'est mal avenu de foutre une interface agent aujourd'hui, parce que peut-être que dans 1 an ou dans 2 ans, ça aura changé. Mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que c'est mal avenu. C'est malvenu, donc il faut faire le premier rendez-vous, voir à qui tu as affaire, etc. Et puis tu vois si ça match ou pas, quoi. Le reste, la suite, c'est toujours, Aurélia disait, il y a toujours le trade-off à faire entre l'humain et qu'est-ce que tu automatises et qu'est-ce que tu fais faire par l'IA, qu'est-ce que tu automatises et qu'est-ce que tu fais toi-même. C'est compliqué. Hein, imaginons que je veux faire un super kiff et que je me dis, ok, là, pour ce poste-là, je veux faire 100% IA. Ouais, je pense que, toi, tu auras une. Je suis curieuse d'avoir ta réponse. Et pour compléter effectivement la tienne, je suis bien d'accord. Le ciblage, c'est la chose la plus importante. T'as beau avoir de l'automatisation derrière, si tu automatises du bullshit à un maximum de personnes qui ne correspondent pas du tout à ta cible, ça sert à rien. Donc la partie ciblage, de recherche sur Sales Navigator, comme on parlait de la méthode ABM, tu vois, où typiquement si je recherchais un directeur achat, j'irais chercher déjà dans la liste de comptes, account-based marketing, donc déjà des comptes qui peuvent correspondre aux clients qui m'intéressent, et après j'irais pas chercher les easy seeders. Et effectivement, j'irais filtrer bien comme il faut. Encore une fois, là, on n'utilise pas d'IA pour l'instant. Donc, c'est pour ça que je suis à la limite de IA partout. Ouais. Mais il n'y a pas que de l'IA. Ça peut être aussi des bonnes techniques de ciblage. Et après, je mettrai... Je ne ferai pas que les open to work, tu vois. Je ne ferai pas que les open to work parce que je suis sûr qu'il y a de très bons dirigeants, de très bons directeurs achats qui peuvent être très pertinents sur le domaine. Donc, déjà, filtrer sur les personnes qui sont arrivées il y a moins de 3 mois. Donc, c'est des personnes qui sont soit à l'écoute d'opportunités ou soit encore en période d'essai. Ou d'aller faire le ciblage très fin avant de lancer la partie automatisation. Et pour la partie automatisation, la partie plus agent, je te laisse... je vais laisser Mehdi répondre et après je vous dirai ce que moi j'avais imaginé faire et vous essaierez de challenger mon idée. Aujourd'hui, déjà effectivement, c'est hyper intéressant de voir que déjà, il n'y a pas de bonne réponse parce que le recrutement, déjà, c'est aussi quelque chose de très, très spécifique par rapport à une entreprise. Et comme l'a précisé Charles tout à l'heure, les C-level, tu les adresses pas de la même manière que du middle management ou que du entry-level. Aujourd'hui, effectivement, et Charles avait raison, aujourd'hui, Rachel, nous, on a des cas d'usage auprès de cabinets de chasse de tête qui l'utilisent pour faire de la prospection, pour aller trouver des personnes
qui peuvent être à la recherche de changements, de nouvelles opportunités, à l'écoute du marché. Là où c'est extrêmement puissant, c'est sur et je rejoins Aurélia là-dessus, sur le ciblage et aussi sur l'efficacité dans l'action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si je suis un cabinet de chasse de tête, je peux soit le faire à l'ancienne, je peux aller commencer à envoyer des messages, etc. Et je vais louper des follow-up et je vais faire des... Bref, voilà. Ou sinon, je mets l'IA là-dessus pour qu'elle automatise toutes ces tâches-là qui vont m'amener jusqu'au café avec le mec ou la nana, où là, je vais vraiment faire mon travail de chasseur de tête. C'est ça ce qui va être intéressant. C'est-à-dire que le temps que moi, je préfère en tout cas, j'ai peut-être tort, hein, mais je préfère en tout cas en tant que chasseur de tête, passer du temps autour d'un café ou autour d'un déjeuner ou autour d'une réunion une Zoom avec quelqu'un, bien comprendre ses enjeux. Ah, monsieur un tel, madame un tel, vous bossez dans telle boîte, ok, cool, alors c'est quoi les challenges ? Et elle est vraiment bien creusée, les similarités d'industrie, etc., que d'aller faire new message inbox, new message sur LinkedIn, hello, nanana. C'est complètement débile. Alors, moi, je vais vous donner un petit peu Et tout ça, c'est ce qu'on appelle l'automatisation aussi multicanal, comme tu disais tout à l'heure. C'est l'automatisation LinkedIn, mail, et tu peux envoyer effectivement donc, de LinkedIn, du mail, des messages même vocaux personnalisés. Jusqu'aux limites de LinkedIn. Ça va. Bien sûr. Parce que avant de venir, j'ai un peu potassé un petit peu et j'ai testé pas mal de choses et je vais vous donner un petit peu la méthode un peu de cuisine maison que j'ai essayé de faire parce que je me posais la question que si je devais recruter un directeur achat, comment je ferais. Bon, j'ai pas besoin de directeur achat, mais si je devais le faire, voilà comment je ferais. Et en fait, ce que je ferais premièrement, c'est que j'irais sur ChatGPT et je lui dirais voilà, tu es un expert en recrutement et voilà ce que fait ma boîte et voilà le type de personnes que je cherche, quelles sont les spécificités à avoir et les questions à poser aux personnes. Écris-moi un message qui donne envie aux gens d'aller répondre à un questionnaire. Première chose. Une fois que j'ai ce message-là, je prends un outil de prospection et je dis ok, tu me sélectionnes tous les directeurs achats dans telle zone qui font tel critère comme a dit ChatGPT. Je me fais une liste, je me prends un Wallaxy ou un grosse machine et j'envoie des messages comme un bourrin pendant machin. Parce que le but, c'est pas de trouver la bonne personne, c'est d'avoir des gens qui vont répondre en disant moi, si j'étais chez vous, je ferais ça pour alimenter mon IA sur la connaissance de quel est le bon poste et le bon profil. Donc c'est un premier run de test en fait. Tu vois. Et donc les gens reçoivent les messages. Ils arrivent sur un Typeform, par exemple. Le Typeform, il y a une question dont tu peux répondre en vidéo à la question. Comme ça, les gens, ils répondent en vidéo. Je passe toutes les vidéos dans une IA. Je dis, trouve-moi dans toutes les réponses les points communs qui font quel est le meilleur directeur achat et quelles sont ses meilleures caractéristiques. Et après, je fais une deuxième passe en disant, je cherche un directeur IA qui a ça comme caractéristique, parce que les meilleurs m'ont dit qu'ils étaient comme ça. Alors, d'accord avec... C'est une idée, hein, ça reste à challenger. Mais... L'idée est top. D'accord avec toi. C'est pas la méthode bourrin. Avec deux, trois petites choses peut-être. Premier truc, c'est que tu vois, à ces niveaux-là, je pense qu'ils veulent parler à une personne avant de se mettre sur une vidéo ou quoi que ce soit. Moi, personnellement, si demain, je sais pas, je veux passer à autre chose et que je repostule pour un job de GM ou de CEO ou autre chose. Alors, prenons l'exemple, je sais pas, d'un community manager. Enfin, ça peut être directeur achat, mais ça peut être. Un community, voilà. Alors, si on n'est pas sur du C-level, on n'est pas sur du C-level, on est vraiment sur des postes. Donc, du coup, exit ma remarque sur autre chose que du C-level par rapport à ce que tu as dit. Je pense que le process est top. Je pense que le process est top, effectivement. Dans ces cas-là, effectivement, tu peux mettre aussi en place un setter IA. Pareil, dans le même cas. Moi, j'aurais tourné très question ouverte. Tu vois, c'est simple, rapide, efficace. Une question à la limite, et après, voilà, comme ça, tu peux avoir un retour de la personne. Tu as après réussi à scraper l'ensemble des données, numéros, etc. Au moins, ça c'est bien pour ta base de données. Si, je trouve ça très bien. Et j'aurais peut-être, tu vois, après, ça c'est plus des thématiques business, mais tu vois, j'aurais peut-être challengé ChatGPT sur des questions un peu de challenger sales, mais après, ça c'est plus, plus opérationnel. Ce que je me dis, c'est ce que vous faites, vous êtes des clients qui arrivent en disant, voilà, j'ai déjà mis ce process-là avec de l'IA, et vous arrivez avec votre œil en disant, bah tiens, on aura pu faire ça, et c'est ça qui est intéressant, c'est ce côté, c'est pour ça que je vais vous faire un peu l'exercice. D'où la phase de diagnostic en amont, tu vois, et je pense qu'il est valable pour tous, hein, parce que cette phase de diagnostic, elle permet, on ne va pas utiliser les mêmes outils, tu vois, on n'utilise pas toujours les mêmes outils pour les mêmes personnes, on ne personnalise pas de la même manière, et donc si au moins tu vas un peu dans le détail et que tu mappes les process, au moins tu sauras quels meilleurs outils et quel discours avoir, parce que avant de s'adresser à Jean-Charles, directeur achat, faut savoir
qu'est-ce qu'un directeur achat ? C'est quoi ses désirs ? C'est quoi ses pain points ? C'est quoi ses comportements d'achat ? Qu'est-ce qui l'empêche de dormir la nuit ? Parce que si tu veux vraiment convaincre cette personne, faut aussi toi-même la connaître en amont. Donc tout ce travail tu vois, de ciblage du prospect aussi est hyper intéressant. Mais sinon, ton process est très bien. Ton process était bien. J'aurais peut-être mis vidéo ask, tu vois. Ouais, comme j'avais pensé à ça. Ouais. Tu vois, vidéo ask, c'est top, tu vois, comme ça. Et même après, tu peux faire pas mal d'automatisation derrière avec vidéo ask. Tout ce système, en soi, peut être automatisé. Tu vois, tu peux l'automatiser. Bien sûr. Tu peux l'automatiser et encore une fois, on parle d'IA encore et encore, mais il y a aussi l'automatisation, tu vois, qui est aussi top. Donc tout ce système, tu fais des Zapier. Parce que le pain point numéro 1, le problème numéro 1 des entrepreneurs dirigeants, c'est le recrutement. Enfin, je connais aucun dirigeant recruteur qui m'a dit j'adore le recrutement, j'en fais tous les jours, j'en prends le matin, le petit déjeuner ou dîner. C'est plutôt là j'ai 5 entretiens à faire aujourd'hui. J'ai embauché un gars, un mois après il est parti, c'est l'horreur. Enfin voilà, c'est vraiment un pain point. Et je pense que là, si l'IA peut apporter des outils pour faire mieux et plus vite, franchement, ce serait top. Quoi. Ouais, totalement en face. Mais après, tu vois, au-delà de... Après, s'il y a des patterns, si la personne part toujours aussi, il y a tout un aspect culture d'entreprise aussi à mettre en place. Bon, ça, c'est hors automatisation. Mais... Justement, on y arrive. Et si c'est un peu personnes d'un coup qui c'est un peu la question d'après. On a parcouru un peu le parcours client. Maintenant, on est dans la boîte, on a fait du recrutement, on a la relation avec les employés ou avec vos collaborateurs ou vos associés. Comment faire dans une structure, qu'elle soit petite ou grande, pour promouvoir l'utilisation de l'IA? Quelles sont les barrières à mettre et quels sont les problèmes qui pourraient arriver dans l'IA dans l'entreprise? Usage. Clair. Tu sais, c'est même pas, à la limite, c'est même pas d'ailleurs, ça peut être intéressant d'avoir votre feedback aussi là-dessus, Aurélia et Charles, mais pour moi, à la limite, c'est le sujet, ça va être vraiment un sujet de survie en fait pour beaucoup de boîtes. Ouais. Alors je m'explique. Il n'y a même pas de débat. Je suis pas en train d'agiter un truc, un espèce de machin. Non, on dit pas. Est-ce qu'il faut le faire là? C'est quelles sont les bonnes coutumes, les bonnes choses mais c'est ce que je vais pour éviter. Ce que je vais dire va alimenter ça. Ce que je vais dire va alimenter ça. Pour éviter un peu. Si je me prends l'exemple quand on a mis. Un jour, je me suis occupé de mettre des caméras dans des camions pour des chauffeurs. C'était tout de suite levé de bouclier, on nous flique, c'est horrible. C'est bien, on va les automatiser, il n'y aura plus de chauffeurs poids lourds dans 15 ans. Alors du coup, dans le même genre d'idée, dans l'IA, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans le même genre d'idée, en fait, le sujet vraiment, c'est un sujet d'usage parce qu'il y aura énormément de boîtes qui vont jouer leur survie. Le sujet d'usage, il est en fait dans quoi? Il est en fait déjà de réfléchir à l'IA. Très sincèrement, aujourd'hui, il y a beaucoup, et je pense la plupart des gens avec qui je bosse, aujourd'hui, l'IA, elle est top-down, elle n'est pas bottom-up. Donc aujourd'hui, il y a quelqu'un dans le C-level, dans le board, etc., qui a pris conscience du truc, qui a dit « Ouh-là-là-là, il y a un espèce de truc qui est en train d'arriver, il faut absolument qu'on change. » Exactement. Et à partir de là, ils mettent en place... C'est toujours comme ça que ça se passe. C'est toujours comme ça, voilà. Et ils mettent en place le truc. Donc du coup, concrètement, quand ils vont vouloir mettre en place ton truc, donc ce dont tu parlais, en fait, il va falloir déjà se poser la question de quel est le métier que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, le sujet, le non-dit dans l'histoire de l'IA, c'est que comme les modèles avancent très vite, là j'ai vu une boîte dans un pitch deck d'une levée de fonds d'une très très grosse boîte, un foundational, qui a dit trois pans. Premier, large proportions of the economy are going to be automated. Bon, alors pour l'instant, ça va, donc ça on le sait. Deuxième truc, on va lancer une IA dans 6 mois qui va être 10 fois plus puissante que la plus puissante IA qu'on a aujourd'hui. Ok, waouh. Chose qui n'est pas franchement choquant parce que j'ai vu de mémoire le passage du 4O au 1 d'un point de vue computer code, c'est du 11 à 80. Donc ça fait oui. L'AGI aussi en 2025. Ouais, non, mais c'est hallucinant. Alors l'AGI, moi je dis entre 2027 et 2029. Je suis entièrement d'accord, mais je parle des dires de... Oui, alors après et Jensen a dit voilà. Mais bon, c'est hyper drôle de Nvidia. Moi j'avais une discussion en 2019 avec quelqu'un de l'INRIA, l'Institut national de la recherche en informatique appliquée. Je m'en souviens comme si c'était hier. C'est un ancien de chez Ariane Espace. Il codait les moteurs des deuxièmes étages des fusées. Et en fait, c'était à la soirée de la levée de fonds de mon ex-boîte. Et on parlait IA. Et lui, il a 160 de quotient intellectuel. C'est une machine absolue sur Terre. Enfin, et on parle d'IA. Et je lui dis, putain, j'ai quand même peur que ce qu'on fasse avec The Hacking Project, ça ne serve pas à grand-chose. Parce que dans quelques années, il y aura l'IA. Il m'avait dit, mais t'inquiète pas, Charles. Écoute, je suis à l'INRIA. L'AGI, t'as encore 50 ans devant toi. On est tranquille. Et ben... En 2019, c'était vrai. Ouais. En 2019, c'était vrai. C'est et c'est ce que je te disais quand on préparait, les quelques éléments que j'ai pu te donner hier,
c'est qu'en fait, avec l'IA, ce qui compte, c'est pas la photo d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont essayé ChatGPT 3.5 ou 3, en fait, il y a beaucoup de gens dans le milieu professionnel, ils sont restés à ça, en fait. Et ils n'ont pas continué, ils n'ont pas... Sauf qu'en fait, eux, ils ont une image, ChatGPT, c'est 3. Mais en fait, moi, si je commence à vous raconter ce que c'était le Playground en 2020 de ChatGPT 1... C'est une blague. C'est une grosse blague. C'est-à-dire qu'en fait... Tu vois, ce qui est important, c'est de voir les photos de l'évolution des systèmes. Quand tu vois les photos des évolutions des systèmes, c'est bien simple. En plus de ça, on est à la croisée des chemins. C'est-à-dire qu'il y a toute la génération des boomers là, qui partent en retraite. Donc il y a plein de boîtes à vendre. Il y a l'IA qui arrive, qui va amener plein de révolutions sur la partie opérationnelle des entreprises. Il y a aujourd'hui, si tu es dans la finance, ou si tu es branché avec des fonds d'equity, private equity compagnie, tu vas avoir une vague de gens dans la finance qui vont arriver, qui vont racheter des boîtes, qui vont virer la moitié des gens, qui vont tout remplacer par des IA et qui vont revendre ça derrière ou qui vont structurer des pans entiers de l'industrie de l'économie. Comme des boîtes. Je le vois venir, mais à 10 km. 2000, et la question, c'est pas quand, c'est pas comment, c'est pas pourquoi, c'est pas si, c'est quand, en fait. Et le sujet, c'est que là, en fait, il y a des gens, ils perdent du temps. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le sujet, c'est comment aujourd'hui, déjà, tu commences par le petit truc à mettre en place dont on parlait tout à l'heure. Le low hanging pour fruit. Que dans 2 ans, en fait, tes équipes, elles aient la flexibilité mentale de se dire, OK, on va beaucoup plus loin et on se met à l'état de l'art de l'industrie de l'IA. Et les boîtes qui ne font pas ça, sont foutus. Et sont foutus, moi je pense qu'il y en a. Et ils n'en ont pas conscience. Ouais, mais ça, en France, ils n'en ont pas conscience. Dont on parlait tout à l'heure avec Aurélia, mais aujourd'hui, les choses sont extrêmement claires sur beaucoup de boîtes qui sont, qui sont vraiment dans l'IA. Il y a la boîte là en question qui disait dans le pitch, le 3e point, c'était toute boîte qui va entraîner les modèles sur sa data, sur les modèles qu'on va sortir à partir de 2027, aura une avance instoppable sur ses compétiteurs. Oui. Mais prends un exemple concret. En fait, c'est quand même pas compliqué à comprendre. Prends 2 exemples. Michelin et Pirelli. Imagine-toi que Michelin fasse de la F1 dans un monde hypothétique. Michelin fait de la F1. S'ils font de la F1, je ne sais pas s'ils font de la F1, mais imaginons qu'ils font de la F1, qu'ils le fassent ou quoi. Et qu'ils ont cette data-là, des pneus. L'adhérence, le truc, et les pneus de pluie, exactement. Mais data qualité. C'est les meilleurs pneus au monde. Voilà. Tu prends cette data-là, et tu as Pirelli en face, ou un autre, on s'en fout du fabricant, une autre boîte, un autre compétiteur. Et tu as Michelin qui prend toute cette data et qui la met dans un modèle et qui lui dit « Fais-moi le pneu de demain » et qui fait un go-to-market en 3 mois. Enfin, le temps et qui prend 20 points de market share, le temps que le compétiteur se réveille, c'est foutu. Et va pour récupérer 20 points de market share. Et du coup, c'est une accélération des inégalités, en fait. Mais bien évidemment, c'est une accélération de l'avantage concurrentiel, pas mais, forcément des mais tu as aussi autre chose. C'est qu'on va assister à une redistribution de richesse, là, dans les 10 ans qui viennent, qu'on n'a pas vu, et je pèse mes mots, depuis la révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il va y avoir des changements Aujourd'hui, le software, ça représente 10% du PIB mondial. 51% c'est la main-d'œuvre. Et là, en fait, aujourd'hui, tu vas avoir 15% dans les 15 prochaines années. Tu as 15% du PIB mondial qui est dans la main-d'œuvre aujourd'hui qui va basculer dans le software. Alors, on va passer dans la partie uchronie du podcast. Qu'est-ce qui peut se passer dans 20 ans ? Mais c'est pas de l'uchronie. La seule limite est l'imagination. Mais c'est pas de l'uchronie. Non, mais parce qu'en fait, ce sont des faits qui sont prévisibles et que je peux te mettre... je peux te faire un pari de 100 et on se serre la main, je te le garantis, quoi. Regardez aussi à l'échelle macro comment réagissent les gouvernements. Le gouvernement britannique a annoncé 100 milliards de Tu veux parler de Thierry Breton ? 100 milliards de pounds du gouvernement britannique. 100 milliards de pounds sur la transformation du gouvernement. Il y a Trump qui a annoncé hier le projet Stargate avec 500 milliards de dollars, 100 milliards en un an, 4 ans, 500 milliards. 500 milliards pilotés par OpenAI. Et le mec de SoftBank Massa, mais le chèque, c'est OpenAI qui pilote opérationnel, de ce que j'ai compris. Du coup, ça va dans le sens de ce que dit Charles, c'est-à-dire qu'à un moment, tu ne mets pas 500 milliards de dollars sur une table si tu n'attends pas un ROI qui est phénoménal. Ils l'ont vu. Et ils continuent à le voir. Et c'est bien évidemment. Donc et les seuls qui font... Bon, je suis désolé, là, c'est ma petite révolte. Et les seuls qui font un AI Act
dans le monde et où tous les acteurs et beaucoup d'acteurs de l'écosystème trouvent ça formidable parce qu'enfin une régulation pour la beauté, je sais pas trop quoi là, bah c'est nous. Et on va se faire manger tout cru. Voilà. Après, Alors, on va juste et les entreprises vont se faire les entreprises qui n'adoptent pas l'IA vont se faire manger comme l'Europe va se faire manger par les États-Unis. C'est exactement. Et adopter l'IA tant sur l'aspect utilisation que l'aspect sécurité. Vraiment. Si tu parlais tu vois, de même propriété intellectuelle, etc. Non, mais même au-delà de ça, cybersécurité. Mais la cybersécurité, tu vois, même ce travail d'éducation, moi, ça me frappe, tu vois. Mais ce travail d'éducation à la cybersécurité, il n'est pas du tout là. Rien qu'à temps, tu as ton prénom et ton mot de passe et ta date de naissance. Non, mais Aurélia, tu cliques sur tous les boutons. Rien que ça, moi, c'est heureusement ça que je suis un garçon qui souhaite rester dans la légalité, parce que sinon je serais déjà en Thaïlande tranquille sur une plage à siroter des cocktails en pompant l'argent d'entreprises qui se laissent aller quoi. Tellement c'est gros comme c'est incroyable. Pour les jeunes qui regardent ce podcast et qui sont pas forcément entrepreneurs, n'allez pas dans cette voie-là, c'est la voie de la facilité. Utiliser l'IA, mais pour faire de la cyberattaque, pour faire des choses négatives. Oui, parce que la cyberdéfense, moi j'aurais dit foncer. Alors que, la cyberdéfense, oui, voilà. Autant il y en a un côté, de l'autre, si vous voulez faire de la cyberdéfense, oui, bien sûr. D'ailleurs, il y a une boîte qui s'appelle Mindflow, tu dois connaître. D'ailleurs, il y aura le directeur des opérations qui sera là tout à l'heure. Et effectivement, eux, ils sont dans la cyber et ils ont ils sont en train de signer des contrats à tire-larigot parce que, en fait, la puissance. Enfin, c'est incroyable, moi je me souviens. Ne pas utiliser l'IA, oui, ça peut te faire cracher ta boîte, mais une attaque cyber beaucoup plus rapidement. Les deux, le cocktail des deux, c'est. Le cocktail des deux, c'est ciao bye bye. Mais quoi qu'il en soit. Mais tu serais surpris du nombre de boîtes, même chez mes clients. Moi j'ai un gros client à moi, ils sont encore sur FTP quoi. Ouais, mais c'est parce que tu vois, c'est ce gros travail d'éducation, tu vois, que je trouve qu'il n'y a pas du tout. Et en fait, on va mettre la cybersécurité en dernier point, alors que en fait, ça devrait être une des. Quand je parle au dirigeant de cette entreprise et que je lui dis, Pierre, là, il y a un gros problème quand même. Vous devriez faire quelque chose parce que vous allez vous réveiller avec des mauvaises surprises. Vous allez avoir un concurrent qui va rentrer dans votre infrastructure. Vous n'allez même pas le voir. Il va tout pomper. Vous saurez même pas qu'il l'a fait. Il peut avoir accès à toute la liste. Vous n'avez même pas de moyens. Vous n'avez même pas de moyens de monitorer ça aujourd'hui. Et donc vous êtes en total. Mais en fait, tant que leur système informatique n'est pas tombé et qu'ils n'ont pas perdu sur le compte en banque 100 000 €, en fait, ils ont du mal à le percevoir. Et pareil pour les antennes au sol, d'ailleurs, ça n'a rien à voir, mais c'est pas vraiment les entreprises. Et le jour où ça leur arrive. Oh comment ça m'est arrivé ? Bah oui. Et après, bien évidemment, et là derrière ils mettent un chèque de 300 000 €, tu sais, alors qu'ils auraient mis 10 000 € avant. On va juste terminer la discussion par une question très précise. Je vais demander à chacun, est-ce que vous avez un outil, un logiciel qui utilise l'IA que vous préférez utiliser et que vous recommanderiez aux gens qui nous écoutent pour découvrir ou progresser dans l'IA ? ChatGPT déjà. Ok. Moi, je vais combiner, puisque tu as dit ChatGPT, j'utiliserai Perplexity, l'importance de vérifier ses sources et de valider, et de ne pas prendre pour argent comptant tout ce que dit ChatGPT, parce que ChatGPT est très fort pour halluciner et pour vous faire plaisir. Donc, Perplexity, on valide les sources, c'est la base de la base de la base. Alors, il y a un petit trick. Attends, juste, et Mehdi ? Alors, si on veut citer un outil aujourd'hui qui est sympa sur l'IA, il y en a beaucoup. Si je dois en prendre un seul... moi je dirais Captions que j'aime beaucoup parce que ça te permet quand même de générer des vidéos avec l'IA assez rapidement. Tu peux utiliser un AI avatar et en fait tu peux faire ton contenu marketing assez vite. Captions, je trouve qu'ils ont fait un très beau job. Et dernière question pour vous trois, si vous aviez une prédiction à faire sur l'IA qu'on réécoute dans 5 ans, 10 ans en se revoyant, ce serait quoi ? Alors moi je l'annonce. Non mais moi je l'annonce. Alors là j'assume, hein, vous en êtes témoin. On est en 2035, l'IA elle a 1200 de quotient intellectuel et le seul moyen qu'on a pour avoir keep up le rythme avec elle, pour pas être dominé totalement par elle, parce qu'il y a un moment donné en fait elle va finir par nous dominer, c'est qu'on est tous un Neuralink. Et je ne vois pas d'alternative et je remercie tous les jours Saint Elon Christ de nous donner l'opportunité de pouvoir dans l'avenir tenir. Moi, j'aurais pas pour compléter, tu vois, comme ça mais je pense qu'on ne sera pas tous. Non, il y aura des gens qui décideront de sortir du monde de l'évolution et c'est tout à fait vrai. Il y aura des sortes d'ermites.
Il y aura des sortes d'ermites numériques, et c'est vrai, et c'est tout à fait positif, et au contraire, voilà. Mais le problème, c'est que quand tu seras face à un être humain augmenté qui aura la puissance de calcul de 1200 de quotient intellectuel, t'es fini. C'est clair. C'est comme c'est comme si t'as l'arme à feu, c'est comme si tu maîtrises la technologie de l'arme à feu et que t'es face à des gens qui sont à l'âge de pierre, quoi. C'est over. Ça n'a même pas commencé. La prédiction pour dans 10 ans. Moi, je vais te faire une réponse, tu vois, mais je pense que au niveau des, ça va diminuer certaines inégalités. J'en suis convaincu, sachant que là, tu vois, même avec ChatGPT, les études, c'était il y avait il me semble, 22% de différence entre les bons et les moins bons avant l'IA. Maintenant, c'est réduit à 4%. Mais, à l'inverse, il y aura de nouvelles inégalités qui vont apparaître, qui vont être de plus en plus importantes, tu vois. Donc, oui, j'aurais pas dit tout le monde sur Neuralink non plus. Ah, toi, c'est ce que tu penses ? Qu'il va y avoir plus d'inégalités ? Qu'il y aura... Non, t'as dit moins d'inégalités ? Là, pour l'instant, tu vois que dans les parce faits, que moi, il peut y en avoir moins. Il peut y en avoir moins parce que ceux qui utilisent ChatGPT, j'avais des études, tu vois, qui disaient que effectivement, mais après, c'est tout un tas d'autres inégalités qui vont surgir. Mais tu as aussi la possibilité, aujourd'hui, je suis désolé, mais attends, rien qu'avec ChatGPT, on va pas loin, on ne parle pas d'agents IA, etc. On arrête de faire des fautes d'orthographe. On arrête de faire des fautes d'orthographe, on fait monter un business from scratch. Sérieusement, avec même des assistants IA pour créer ton offre, ton branding, ta création de contenu, en 3 heures, rien ne remplacera. Tu as un business qui est aligné. Après, le business, encore faut-il travailler dessus, bien entendu. Mais donc voilà, je pense que tu auras aussi des grosses fortunes qui vont émerger en étant seuls. Alors, rien ne remplacera l'expérience pour créer des business. Attends, juste, je rebondis. Rien ne travail. remplacera l'expérience pour créer des business. Par exemple, après 10 ans d'entrepreneuriat, bon, je commence à avoir de la bouteille. Par contre, j'aurais eu ChatGPT en 2015, lorsque j'ai monté ma première boîte, et que je lui aurais dit... Est-ce que tu peux me faire une liste, une to-do de toutes les bêtises à pas faire en tant qu'entrepreneur ? Non, ça, tu vois, les bêtises en tant qu'entrepreneur, et je pense qu'on a tous fait. En fait, les bêtises, c'est celles qui... C'est quand tu fais une connerie, au moins ça t'apprend. Moi, je peux t'assurer, les fois où je me suis bien fait avoir, mais si tu peux gagner du temps, tu vois, grâce à l'IA, par exemple... Là, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'en fait, ça équilibre un peu, parce que quelqu'un qui ne vient pas d'un milieu, tu vois, moi, j'ai de la chance, mes parents étaient entrepreneurs, mon frère est entrepreneur, je viens d'une famille de chefs d'entreprise, donc en fait... Déjà à la maison, quand j'étais petit, on me parlait de racheter la boîte, la revendre, tu vois. En fait, genre, c'était mon quotidien, donc j'ai pas beaucoup de mérite. Quelqu'un qui vient, par exemple, ses 2 parents, ils sont instituteurs. Moi, j'ai un respect énorme pour les gens qui deviennent entrepreneurs, leurs parents sont instituteurs, parce qu'ils n'ont même pas les codes, la connaissance de comment ça marche. Donc, par contre, des gens qui ont ce type de profil, en fait... ils peuvent très bien créer une société aujourd'hui avec l'aide de l'IA et ils se feront pas avoir par des avocats véreux qui leur diront donne-moi toutes tes économies, tu sais ça coûte cher de créer des statuts et un pacte d'associés, parce que moi je viens d'une époque avant 2015. Non, moi j'ai connu cette époque où tu avais des avocats, tu avais des gens, ils venaient les voir, ou des experts comptables, ils venaient les voir en toute confiance, et c'était ces intermédiaires là qui les prenaient pour des CON, j'ai pas d'autres mots, et qui leur pompaient leur argent. Aujourd'hui, ça, je pense que grâce à l'IA, c'est fini. Par contre, là où je suis moins optimiste que toi sur l'inégalité en l'IA, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que tu vas avoir un mouvement de richesse, une redistribution de richesse qu'on n'a pas vu depuis l'époque de la révolution industrielle, et pour le coup, autour de cette table, je pense qu'on va être béni des dieux là-dessus, parce qu'on est dedans, et que c'est notre industrie, et qu'on le fait avancer, tu vois. Mais la réalité... c'est qu'il y a des gens, moi j'en parlais avec plusieurs de mes clients, qui me disent « Oui, mais Charles, il y a quelque chose que vous ne prenez pas en compte, c'est qu'il y a beaucoup de gens, ils sont très contents de faire d'avoir un travail dans lequel ils font des tâches répétitives et où leur intellect n'est pas sollicité. » Et qu'il y a beaucoup de gens, alors que pourtant ce sont des tâches dites intellectuelles. Juste on va terminer. Déjà très positif et très positif sur le futur. Sur ta prédiction, très positive. Mais sinon, plus après sur l'aspect plus guerre, qu'on soit bien conscient que la partie. Ça c'était pour dire. On arrive au sujet. On est quand même vraiment sur une guerre là qui est actuelle. Donc ça sera encore pire dans 5 ans. Mais voilà, être très regardant parce qu'aujourd'hui c'est effectivement la guerre de l'attention entre autres, mais surtout la guerre de la data. Donc en fait, à partir du moment qui a l'ensemble de la donnée sera le maître du monde et saura piloter le monde, si on peut dire. Okay. Mais dis du coup ta prédiction. Alors moi je pense que c'est une vague de disruption
encore j'allais dire, une cinquième. On en parlait tout à l'heure, 5 ans, 24 ans. Cette dernière avec l'IA. À chaque fois qu'il y a une vague, on voit qu'il y a une barrière qui est cassée. 2000 avec le web, c'était la barrière de créer un business, parce que maintenant tu peux faire du Shopify, et en fait un business, alors qu'avant il fallait racheter les locaux, etc. À chaque fois que le cloud, c'était casser la barrière de la collaboration. Et aujourd'hui, avec l'IA, on casse la barrière de la créativité. Et donc, une vague, parmi tant d'autres, mais une vague inédite. Inédite par son ampleur, inédite par sa rapidité. Moi, ça fait 15 ans que je bosse, je n'ai jamais vu ça. D'autres personnes qui sont un peu plus âgées que moi, j'ai entendu des interviews d'Eric Schmidt, l'ancien patron de Google, etc., qui a dit que, pareil, de son vivant, il n'a jamais vu ça. Dieu sait qu'Eric Schmidt en a vu des choses dans la tech. D'autres personnes, Sundar Pichai, le patron de Google, etc. Donc ça, c'est inédit. Dans 10 ans, il va se passer deux choses. Changement radical de la société, rapport au travail, rapport à l'enseignement. Aujourd'hui, on voit déjà UCLA, l'Université de Californie à Los Angeles, a déjà sorti des cours avec l'IA. Nigeria donc, aussi. Voilà, donc il n'y a qu'une step pour que les cours soient enseignés par l'IA et que du coup, on se pose la question du rapport. Du coup, pourquoi un professeur, quel est le coût d'un professeur, etc. En sachant que l'IA aujourd'hui dépasse les PhD level science sur beaucoup de benchmarks, donc il y a quand même un rapport déjà à l'enseignement, et un rapport aussi au travail qui va être complètement différent parce que, et Charles en parlait tout à l'heure, beaucoup de gens aujourd'hui ont pas cette facilité, mais cette volonté de vouloir, et se sentent très à l'aise, de façon très confortable, dans un job où ils font des tâches répétitives, voilà, sort, etc., le truc. Mais malheureusement, ces jobs-là, malheureusement ou heureusement, je sais pas, mais ces jobs-là vont changer, voire disparaître pour la plupart, et il va falloir repenser une autre en tout cas, vision du travail. La vision du travail, moi, je pense que de manière générale, il y aura des choses très positives par l'IA, il y aura des choses également très négatives, mais le net va être positif pour moi. Et le net va être positif pour tout le monde. Et je finis sur les entrepreneurs que nous sommes. Sur la partie entrepreneuriat, aujourd'hui, c'est inespéré. C'est inespéré. Aujourd'hui, je peux être un étudiant où je peux être un jeune deep assis à Buenos Aires, Londres, Singapour, ou à Pékin, ou à Paris, ou à Londres, et avec un seul bouton, je peux aller prospecter des milliers de personnes de façon autonome et trouver si l'idée est bonne ou pas avant de la lancer. Non mais attendez, mais on marche sur la tête. Ah ouais. Mais si moi on m'avait donné ça il y a 5 ans, ou il y a 6 ans, ou il y a 10 ans, ça c'est quand même exceptionnel. Donc aujourd'hui, le rapport au travail, le rapport à l'entrepreneuriat va aussi changer. Et du coup, on aura effectivement des créations de richesses, on aura des boîtes. Il y a certaines personnes qui parlaient de la création de la première boîte qui vaut 1 milliard par une personne. Alors je ne sais pas si on y arrivera. C'est Sam Altman dans PNL qui en parlait, je ne sais pas si on y arrivera, mais voilà. Mais en tout cas, on va avoir des modèles très sympas. Moi, je pense que c'est extrêmement positif pour les entrepreneurs et ça va être vraiment exceptionnel pour l'humanité, sur la santé, sur d'autres sujets. Pour nous, c'est génial. Pour les gens qui nous ressemblent, c'est l'idéal. Les gens qui regardent, qui sont entrepreneurs aussi. Moi, je pense plutôt à la masse des salariés qui, malheureusement, il y en a beaucoup quand même qui apportent peu de valeur ajoutée. Et même leur travail ne leur apporte pas beaucoup de valeur ajoutée, de satisfaction à eux. 70% des gens vont travailler la boule au ventre en France aujourd'hui. Et santé, tu parlais de santé, mais sur le prolongement de la vie. C'est exceptionnel ce qui va arriver. Ah oui. Donc, Et le budget, le truc Stargate, là, vous avez vu mais c'est... Non, ils vont faire des choses les vaccins, faire des choses très cancer personnalisés. Ils vont faire des choses très je vois que c'est un sujet qui est passionnant et c'est inarrêtable sur le sujet. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'on a juste après une soirée qui s'appelle le CEO After Work, dont le thème c'est lié au business et nous recevons 90 dirigeants au Palais Brongniart juste à côté. Donc, on a des soirées tous les mois. Donc, si vous voulez assister à des soirées sur des thématiques qui concernent les dirigeants, suivez ce podcast et vous aurez les renseignements dans les descriptions. Sinon, je finirai par 2 grandes phrases. J'ai préparé 2 petites phrases pour finir ce podcast. La première, c'est « La meilleure IA, c'est celle qui ne se voit pas ». Voilà. Et la deuxième, c'est une phrase que m'a dit mon père quand j'étais jeune. Il m'a dit « Si tu veux réussir dans la vie », c'était les années 90, il m'a dit « Monte ta boîte ». Donc ta boîte, à son époque, ça voulait dire prends une secrétaire, achète des bureaux, prends des serveurs, ouvre une ligne téléphonique, mets ta fiche aux impôts et tu auras fait 99% du boulot. Parce qu'à l'époque, il suffisait de produire pour vendre. Maintenant, peut-être qu'il dirait, si j'étais parent et que je disais à mes enfants, je dirais apprends l'IA.
Ouais, et si tu es dans l'entrepreneuriat, monte un business autour de toi, de tes passions, voilà. Au-delà de... C'est une des premières questions dans les assistants IA quand on crée les offres, c'est qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie et dans quoi tu es bon. Parce que si tu veux vraiment prospecter, il n'y a pas de débat. Au-delà de bien s'entourer, c'est la passion. Merci à tous les trois en tout cas, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci à toi. On se retrouve à la soirée juste après et bonne soirée à tout le monde, bonne journée, bonne matinée si vous êtes le matin et à très bientôt et merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Au revoir. Avec plaisir.